Bienvenue dans Inside Romance, le rendez-vous des passionnés du genre et de tous ceux qui veulent en percer les secrets. Moi c'est Emeline, lectrice invétérée et autrice en devenir, et dans chaque épisode, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent la romance d'aujourd'hui. Dans ce tout premier épisode, j'ai l'immense plaisir, que dis-je, l'honneur d'échanger avec une autrice dont j'admire sincèrement le parcours. Lancée en 2020 suite à un concours Fixia qu'elle a remporté, son premier roman Vision sort en numérique puis en brochet sous auto-édition. Pendant plusieurs années, elle enchaîne les sorties avec des comédies romantiques, mais aussi des dark romances écrites à quatre mains, avant de voir sa première romance de Noël, Cadeau surprise et Père Noël en slip, rééditée chez Hugo New Romance. Autrice de talent, mais aussi coach littéraire, je vous laisse découvrir l'incroyable parcours de Flora Harmony. Enjoy! Mais en tout cas, je suis trop contente que ça soit toi, première invitée de ce tout premier épisode d'Inside Romance, parce que je réfléchissais tout à l'heure. En vrai, de vrai, je crois que t'es la première personne avec qui j'ai vraiment échangé autour de l'écriture. Je suis trop contente, surtout que tu as fait un bout de chemin depuis, depuis le temps où on s'est rencontrés. Donc vraiment trop contente que tu sois là et merci d'avoir accepté mon invitation. Et ben toi, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Peut-être te laisser te représenter quand même en quelques mots, ce que tu as envie de nous dire sur toi, ton parcours, qui tu es. Je m'appelle Flora Harmony. J'ai 37 ans. J'ai commencé l'écriture quand j'avais 12 ans. Et j'écrivais des histoires pour ma sœur. Et puis en 2016, je suis arrivée dans le Sud et on m'a parlé d'un événement qui s'appelait le Festival New Romance. Donc j'y suis allée et j'ai rencontré plein de gens. J'y suis retournée l'année d'après et c'est là où j'ai rencontré toute une équipe que j'appelle l'équipe Bam Bam et avec qui on a écrit sur Fixia. On a toutes commencé et on est toutes publiées chez Hugo maintenant. Donc c'est vrai que c'est une belle histoire où on était 9. Et donc voilà. Donc ça, on va dire que c'est là où j'ai vraiment pris mon écriture sérieusement, c'était sur Fixia. Ok, donc c'était celui de Cannes, c'est ça, la première édition du Festival Non, de Romance? premier, c'était Bandol. Ok, ah ouais, Voilà. ok, d'accord. Ah non, Je vois. c'était Bandol dans une tente sur un parking d'un casino. Donc il y avait rien de. C'est pas du tout le FNR de maintenant. Mais Oui, je vois. c'était génial. Après, ils sont passés du parking à Cannes avec le tapis rouge. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas fait les trucs à moitié. Et après, j'y suis allée à tous les FNR depuis le début. Ouais, incroyable. Et tu as fait d'ailleurs ton premier FNR en tant qu'autrice Il y l'année a dernière? 2 ans, en 2024. Enfin, je me comprends, Incroyable. je dis 2 ans, mais 2024. Donc Voilà. incroyable, vraiment, t'es arrivée en tant que lectrice au final, parce que tu lisais déjà de la romance, du coup, je Ah oui, suppose. mais comme je lis en anglais, comme j'ai fait 1 an d'étudiant d'échange en 2006-2007, c'est là où j'ai découvert la romance. Et la romance là-bas, c'était hyper démocratisé. C'était pas du tout comme la romance en France où on a connu vraiment les premières romances avec After. Mm. Et dis-toi qu'il y avait pratiquement que des autrices américaines au premier FNR. Et vraiment des gens que moi je connaissais parce que je lisais leurs livres. Donc c'était hyper cool. Donc, Mais ouais, je crois que j'ai commencé avec les Christina Loren en romance, qui étaient un peu les autrices phares à l'époque ouais. chez eux. Je crois que j'ai commencé avec elle, si je me dis pas de bêtises, enfin si je dis pas de bêtises, je crois que c'était elle. Effectivement, c'était un peu enfin ouais, les autrices, enfin pour moi celle que je connaissais le plus en termes de romance, qui vient tout droit des États-Unis. Et c'est fou parce que du coup, je crois que moi le premier FNR que j'ai fait c'était celui de Paris, c'est même pas je crois, si je suis sûre. Et Donc déjà aussi qu'à l'époque, 2018. alors là tu, je peux Ouais, pas mais moi savoir. c'est comme ça que j'arrive à me reconnaître. Je crois que Ouais. c'était 2018, ouais. Mais d'ailleurs, c'était avant, je crois, juste avant la sortie de After, parce qu'il y avait l'autre, pas l'autre, enfin si, il y avait l'autrice, mais il y avait l'acteur qui joue un des personnages, je ne saurais plus dire lequel, qui était présent. Je me rappelle, il y avait une foule de dingue. Et effectivement, il n'y avait que des Américaines. Et je crois qu'il y avait quelques autrices françaises, mais c'était encore un À peu timide. Paris, encore, si, il y Et, en avait quand même un peu plus. À Paris, il y avait quand même un peu mais, plus. Rien à voir avec maintenant. Maintenant, c'est 98%, c'est des Françaises, c'est quoi. ça qui est incroyable. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est incroyable aussi de voir la différence. Et toi qui les as tous faits, et du coup, ça va être encore plus parlant. Déjà en termes, encore une fois, en tant que lectrice, quand tu vois qu'à l'époque, effectivement, comme tu disais, on trouvait quasiment que des Américaines dans les rayons. Et là, aujourd'hui, on voit un essor des autrices de romances françaises. Et je trouve ça incroyable Mais de ça, c'est pouvoir voir. vraiment. Alors, c'est pas parce que c'est ma maison d'édition, mais vraiment, c'est grâce à Fixia et Hugo, quoi. Mm. Parce que c'est eux qui ont mis en avant les autrices françaises. Et quand je vois maintenant que les autrices françaises, elles ont plus de monde que les autrices
américaines sur les salons, qu'elles vendent autant, voire plus que des autrices américaines. Enfin, c'est quand même génial. Et grâce à ça, bah, plein d'autres maisons d'édition ont pu commencer à croire au talent des Françaises, quoi. Donc, Ouais, puis, on voit hein, que la romance commence à prendre, enfin pas commence, a pris beaucoup de terrain en France. Euh, En témoigne aussi ce podcast que j'ai voulu faire autour de la romance, comme quoi vraiment ça s'arrête jamais, c'est incroyable. Mais ouais, c'est ça qui est aussi, enfin moi ce que j'ai adoré, et effectivement du coup c'est moi j'ai connu aussi un peu plus l'univers on va dire des autrices françaises grâce à Fixia. Moi, c'est d'ailleurs là où on s'est rencontrés du ouais. coup. Bah, je me rappelle, tu étais une des premières à avoir commenté sur Vision. Je crois que c'était Respire, non? Ou c'était Vision? Non, c'est Vision que je m'en souviens. Moi, j'ai pas Ouais. de mémoire, mais je me rappelle que Vision, tu avais fait un commentaire, genre tellement, genre hyper construit. Et je me rappelle que j'étais avec ma meilleure amie, donc c'était avec Émilie Parizeau, et elle m'avait dit, mais t'avais fait exprès de faire ça? Je dis non. En fait, t'avais analysé quelque chose que j'avais même pas fait exprès, mais qu'en fait qui était super vrai. Et je me dis putain, c'est fou comme elle est hyper. J'ai même pas fait exprès, mais ça représentait vraiment toute l'histoire, quoi. Donc après ça, je crois qu'on a continué, où je t'ai envoyé quand même pas Mm. mal de. Je crois que tous mes livres, t'as dû les lire en avant première, voilà. Dont Donc, le prochain. dont le prochain qui a quand même pas mal changé depuis que tu l'as lu. Ouais, c'est vrai. Énormément changé depuis que tu l'as lu, mais Mais qui est incroyable d'ailleurs. Je sais pas si tu veux. Enfin, je pense que tu veux en oui, parler. oui, bien sûr. Il sort dans moins d'un mois, donc oui, on peut en parler. 11 février, si je dis Oui, pas de bêtises. c'est Ouais, ça. je sais pas si l'épisode sera déjà sorti à ce moment-là, donc à tout moment. Enfin, cet épisode sortira probablement après la sortie, donc vous pourrez carrément, vous qui nous écoutez, aller l'acheter direct. Mais ouais, celui-ci, il est assez. Enfin, déjà, moi, ce que j'aime beaucoup avec tes romans, et je le dis assez souvent, et à chaque fois que je conseille tes romans, c'est si vous voulez vous taper des barres, allez-y, mais si vous voulez aussi avoir des sujets de fond un peu plus sérieux, enfin, vous allez avoir le parfait mélange entre ces deux-là. Allez-y avec Flora Harmonie, c'est ce qu'il vous faut. Et pour le coup, quand j'ai lu ce roman, alors la première version, je crois que j'ai lu deux versions. J'ai lu une version qui était, j'ai envie de dire trash, c'est pas vraiment ça, mais un peu Oui, il plus. était. Après, ça a été un peu plus lissé. Et là, j'ai cru comprendre qu'on revient un peu aux bases. Et pour ceux qui connaissent pas encore le livre, bon, tu en parleras mieux que moi, je pense, mais c'est l'histoire de. Alors, ils sont tous les deux à la radio, c'est sûr, mais je crois qu'il y en a une qui est quand même journaliste. Elle est journaliste, hein. Non, en fait, les deux sont coachs. Toi, ce que tu avais eu en premier truc, c'était un coach en séduction. Et là, Mhm. ils sont plus en coach plutôt large, voilà. Ok. Parce que avec mon éditrice, alors, donc j'ai une super éditrice qui est très très féministe, et moi qui me trouvais féministe, elle c'est mon maître absolu. Et on a pu découper l'histoire d'une enfin je pense d'une meilleure manière, parce que j'avais vraiment envie de faire une féministe et un mec qui n'était pas du tout féministe, et qui était même limite macho. Mais ma première version, il était macho, pas d'une manière qu'on pouvait comprendre et qu'on pouvait pardonner. Et là, j'ai réussi à en faire toujours un macho, mais on comprend pourquoi il a ce discours-là. Et je pense que beaucoup d'hommes ont souvent des discours machos. C'est souvent une question d'éducation, une question de copains avec qui tu restes, et aussi souvent une question où bah, si tu as des potes qui sont comme ça, bah, tu restes dedans. Donc c'est un peu tout ce côté-là qu'on a voulu mettre en avant avec, quand j'ai voulu écrire ce livre. Et, et encore plus la dernière version qui est, je dirais pas que la première était trash, mais elle était plus, on va dire qu'elle était moins, je sais même pas comment expliquer ça sans, tu sais, moi quand j'écris, souvent j'écris des livres qui sont pas clichés, mais je pars tout le temps dans les extrêmes. Donc Mhm. tu vois, le dernier appartement à louer que tu as derrière toi, j'ai mon personnage Louis qui est complètement cinglé. Il n'y a pas de juste milieu. Voilà. Et donc, j'avais fait ça pour ce livre-là, où il n'y avait pas de juste milieu. Et quand on écrit un message, où on veut faire passer un message, il faut que ça soit un tout petit peu plus modéré pour que le message puisse passer. Évoqué sur la même longueur d'onde. Et effectivement, moi, ce que je trouve assez intéressant, donc tu as complètement raison, hein, sur un sujet comme le féminisme et tout ce qui touche au machisme, et surtout quand c'est les deux protagonistes de la romance qui sont censés tomber amoureux, tu peux tomber amoureux de quelqu'un qui a des idées différentes des tiennes, mais
aux extrêmes, ça reste plus compliqué. Donc, effectivement, c'était peut-être un peu plus judicieux de le modérer. Mais ce que je trouve assez intéressant aussi dans ce livre-là, c'est qu'il y a l'aspect du féminisme. Et c'est vrai que moi, quand je rencontre des gens qui sont pas forcément, on va dire, fans, en tout cas qui aiment pas forcément le genre de la romance ou qui ne connaissent pas la romance, un des premiers trucs qui ressort généralement quand je parle avec ces personnes, c'est « Ah ouais, mais t'es féministe et t'aimes la romance ?» Parce qu'il y a ce cliché ou ce stéréotype de justement des personnages masculins qui très généralement sont soit stéréotypés, soit un peu clichés, soit complètement macho, ou qui ont ce truc de mâle alpha dominant qui vont un peu à l'encontre de certains préceptes. Du coup, je trouve ça hyper intéressant de s'atteler à ce type de sujet parce que ça vient aussi un peu aller à l'encontre de ce type d'arguments. Je vois pas ça du tout comme ça. Et quand on me suit sur les réseaux, je suis extrêmement politisée et extrêmement féministe. Et pour moi, être féministe, ça veut pas dire que l'amour, c'est pas bien. Se marier, c'est machin. C'est ça où je suis pas d'accord. Pour moi, le féminisme, c'est avoir le droit de faire ce que l'on veut. La base du féminisme, c'était fait pour ça. C'est qu'on puisse être libre de nos choix et que c'est pas un homme qui décide à notre place. Voilà, enfin, ça a commencé comme ça, d'avoir le droit de vote, le droit de pouvoir avorter, de tous ces droits-là, de pouvoir avoir un compte bancaire. Là-bas, c'est d'avoir les mêmes droits qu'un homme. Donc c'est pour ça que quand j'entends des gens qui font « Ah non, mais moi, je suis pas du tout féministe », je dis « Bah, si t'es là, t'as une carte bancaire, tu es féministe. » Donc voilà, donc, l'amour, ça a rien à voir. Et je suis quand même je suis une femme mariée, et même une femme divorcée, puis mariée avec un autre homme. Enfin voilà, c'est ça aussi la beauté du divorce, quoi, et la beauté du féminisme, c'est qu'on puisse faire ce qu'on veut, qu'on n'est pas obligé de rester avec la même personne. Et ce que je voulais pas faire dans mon texte, c'était parce que je pense que si on me dit ah c'est un texte féministe et que je lis énormément de romans, je pense que j'en lirai pas parce que j'aurais peur qu'on me fasse une sorte de leçon de morale ou et là c'était pas du tout, c'est pas du tout comme ça, c'est plus des petites phrases au quotidien qu'on va avoir, des situations qu'on va avoir au quotidien et qu'on va pas forcément se rendre compte. Euh, et c'était plus dans ce chemin-là que je voulais aller et que je garde, il y a quand même de l'humour, il y a quand même une romance entre eux, il y a quand même plein de choses que j'ai essayé de faire comme d'habitude, quoi, qui va pas changer, juste que mon sujet sur celui-là est plus profond, on va dire, que peut-être même pas plus que les autres, mais c'est vrai que j'ai toujours eu des personnages méga green flag. Enfin, vraiment, Oui. c'était mon dada. Et là, c'était avec un qui est je me dis tout le temps, c'est un Kinder Bueno, le type. C'est que c'est un green flag au fond, mais son extérieur, ça a été pourri avec les pensées de son père, quoi. Donc, Ouais, le truc voilà. générationnel de... C'est ça, c'est méga courant. Et ça, on le voit quotidiennement sans s'en rendre compte. Alors, je vais donner un exemple super, voilà, je trouve qui est criant de vérité. C'est j'ai un mari qui est extrêmement féministe et j'ai un mari qui fait beaucoup de choses, d'accord. Donc, un truc tout bête, c'est lui qui fait à manger tous les soirs et c'est lui qui fait les courses. Et à chaque fois, mes copines me disent, ou les gens que, peut-être pas forcément mes copines, mais des gens que j'entends, ils font « Ah là là, t'as trop de chance ». Et je leur dis toujours, est-ce que si tu rencontrais un couple où c'était la femme qui faisait à manger tous les jours, est-ce que tu crois qu'un de leurs potes vont dire au mari « T'as trop de chance, ta femme, elle fait à manger ». Non, bah non, c'est Ou est-ce complètement... que toi, tu dirais à une copine « Ah, t'as trop de chance, tu te tapes la bouffe tous les soirs ». Non, je pense qu'il y a Voilà. personne qui dit ça, non. Il n'y a personne qui dit ça. Non. Donc, en fait, c'est des petites phrases où, genre, tu vas voir un papa dans un parc qui pousse une poussette, elle fait « Ah là là, c'est un bon papa ». Mais une femme qui va faire la même chose, qui est 2 secondes sur son portable, on va lui dire « Ah, t'as vu la mauvaise mère ». Mais le père, il pourrait être au portable, même faire... je sais même pas ce qu'il ferait en même temps. On te dirait « C'est trop bien, c'est un super papa, il est dans un parc ». Il t'aide bien. Hein. C'est un bon papa, il t'aide C'est bien. il t'aide bien. Non, moi, il m'aide pas, c'est son gamin. Yes. Donc, non. Voilà, donc c'est des petites phrases comme ça qu'on s'en rend même pas compte au quotidien. Je parle même pas de ce sujet-là dans mon livre en plus, mais bon, bref, c'est des petites phrases qui, au fur et à mesure dis-toi que même ce livre, je l'ai écrit je l'ai écrit il y a 4 ans. Ce livre, il a eu un sacré parcours, donc un très très gros parcours. Donc ça, je peux en parler sans aucun problème parce que je trouve que c'est hyper important pour les auteurs et les futurs auteurs ou les gens qui rêvent d'écrire, c'est que c'est jamais simple. Et que, dans mon parcours, j'ai gagné un concours Fixia. En 2019, il est sorti en 2020, qui s'appelait Vision, et que c'était seulement du numérique.
Et C'était un j'ai peu eu c'était du fantastique, ouais. Et j'avais une éditrice, qui me lisait et je lui avais envoyé un de mes textes qu'elle m'avait refusé, qui s'appelait «Respire», que j'ai mis en auto-édition, voilà. Ensuite, j'ai eu un autre texte qui s'appelait «Love at First Lie». Je lui envoie ce texte-là, elle me dit: «Non, il faut que tu le retravailles, sinon je te le prends pas comme ça». Je le retravaille et elle me le prend pas. Donc là, c'est un peu la douche froide, donc je le mets, en sur auto-édition. Amazon en auto-édition et il fonctionne du feu de Dieu. Donc je me dis: «Bon, c'est pas grave», voilà. Mais au bout du 3e refus, c'est un peu compliqué parce que tous les auteurs, comme je dis tout le temps, on a quand même un petit ego et ça fait mal au cœur, quoi. Mmh. Et puis, j'ai, écrit celui-là et j'ai de la chance, c'est qu'il y a une éditrice chez Hugo qui est devenue mon amie, à qui j'ai bêta un de ses livres qui est sorti et elle m'a dit: «Bah, pour te remercier, je vais te lire ton roman». Donc elle m'a lu mon roman, elle m'a fait ma bêta, tout, elle m'a dit: «Bah, là, tu peux l'envoyer à ton éditrice». Je l'envoie à mon éditrice et mon éditrice me fait un retour, mais tellement affreux et hyper agressif, où là, je me dis: «Mais attends, est-ce qu'on a lu le même livre?» Mmh. Et suite à ça, franchement, c'était une descente, je suis vraiment tombée de super haut Mais du coup, parce c'était par rapport au fond de l'histoire, justement, le c'était côté, tout le texte, les 2 qui pas apprécier justement le fond du livre, qui touche, bah, justement à ce mec, macho et cette nana, qu'en plus, elle y va pas par 4 chemins, elle y va, elle y va franco, et qui est ultra féministe et qui se bat pour ses opinions. C'est ça qu'elle avait pas apprécié? C'était plus bah, c'était même une scène qui l'avait énormément choquée, que genre on en a beaucoup parlé avec mon éditrice, que c'était, qu'est-ce qu'elle en pense et tout et que j'espérais juste que les gens vont pas s'arrêter. Je peux le spoiler parce que ça commence comme ça et c'est une femme, donc mon héroïne qui s'appelle Ève, elle est à la radio et elle a son petit comme à l'époque, tu sais, tu as un petit moment de 1 heure, tu sais, où tu réponds à des questions. Mmh. Elle répond à des questions et c'est souvent, sur les relations, sur, les femmes, les couples et tout ça. Et il y a une jeune fille qui appelle et qui explique que son compagnon l'a pénétrée pendant qu'elle dormait. Enfin, Voilà, qui ça s'appelle un viol conjugal. Et il y a beaucoup de gens, même encore à notre époque, qui pensent que ce n'est pas grave et que c'est pas un viol conjugal. Mais en fait, c'est pas parce que c'est ton copain et que toi t'as pas envie qu'il peut te pénétrer la nuit. Bon, bref, donc c'était le sujet. Donc mon héroïne appelle le jeune homme, lui explique, elle tombe sur ce monsieur qui est d'une intelligence proche de à rien du tout, et qui lui dit ah, c'est bon, c'est ma meuf, je fais ce que je veux. Et elle pète un plomb au téléphone, et elle dit je vais venir la nuit chez toi, et je vais te... D'accord. Et donc, sauf que quand tu comprends, tu comprends toute son histoire, où elle pète un plomb, et après elle fait un mea culpa. Donc elle fait son mea culpa, elle comprend que ce qu'elle a fait, c'était pas normal d'avoir dit ça, parce que tu peux pas être contre le viol, et dans ta tête, tu vas dire à un mec que tu vas l'enfiler le soir, tu vois. oui, oui. Donc c'était tout un truc où elle avait dit ouais, elle veut le violer, tout machin, et elle était vraiment hyper fermée dessus. Et, euh, et moi, j'arrivais pas à comprendre c'est juste cet argument-là. Donc on n'était même pas sur, même dès le début du livre, on n'était pas du tout sur la même direction. Et mon éditrice, elle m'a dit ah ben non, tu dois le laisser comme ça en fait. C'est parce qu'après ça, il y a des conséquences. Elle se fait virer de la radio. Il y a quand même toute une conséquence où elle se prend des vagues énormes de masculinisme. Enfin, elle se fait mais défoncée, et en plus elle fait son mea culpa pour elle. Donc voilà, et la première version, le mea culpa, je pense, était plus léger, on l'a juste mis un peu plus fort. Donc en fait, dès le début, cette histoire-là, elle l'avait pas. Mais c'est comme ça, c'est que parfois tu as une éditrice qui accroche pas avec ta plume ou qui va pas accrocher avec tes histoires, et c'est comme ça, qui va pas forcément avoir le même humour. J'ai un humour qui est, c'est soit t'aimes pas. Et ça, c'est ce que là sur par exemple, mon autre livre qui est sorti avec Hugo qui s'appelle Cadeau surprise et Père Noël en slip. C'est simple, c'est soit j'ai des avis des gens qui ont un coup de cœur, soit j'ai des gens qui vont dire ah j'ai bien aimé mais voilà. Voilà, le grand écart il est quand même énorme, et c'est vrai que j'ai un humour qui peut être particulier, c'est soit on adore soit on n'aime pas, c'est comme ça. Et souvent voilà, juste mon pitch de mon Père Noël en slip où c'est un mec qui se fait arnaquer par sa copine, il finit stripteaseur dans la maison de retraite, tu comprends tout de suite où je t'amène. Voilà. On peut aimer, et je pense que cette éditrice là n'était pas faite pour moi parce qu'elle n'avait pas Ouais. voilà. Et Si tu ça, c'est pas grave. Et donc, ouais, mais ouais. effectivement, si ta propre éditrice n'est pas sensible à ton identité d'autrice, bah, ça vient compliquer un peu la Et c'est ce que je dis à chaque fois à tout le monde. Je leur dis tout le temps que tu peux tomber sur, quand on va lire, tu vas envoyer ton livre. Après, attends, il y a 2 versions. Tu peux envoyer ton livre à une maison d'édition et tu te fais pas prendre. C'est pas juste parce que tu as énormément de talent et tu es tombé sur la mauvaise personne. Mmh. Il y a aussi que, il faut se rendre, parce que comme je fais du coaching, je peux te garantir que j'ai des textes, je comprends pourquoi on les prend pas.
mais ça s'apprend et ça se retravaille et tout. Il y a personne qui arrive et qui dit je suis le meilleur du premier coup. Non, en général, ça fonctionne pas comme ça. Mais il y a aussi parfois où tu tombes sur l'éditrice ou l'éditeur qui n'avait pas forcément envie de lire ce truc-là à ce moment-là, et ça peut arriver. Et parfois, il y a ton texte qui va aller dans une autre maison d'édition quand tu as été rejeté dans un autre et qui a très bien fonctionné. Mais ça ne veut pas dire que ton texte était mauvais, c'est juste qu'il est tombé sur la mauvaise personne au mauvais moment. Et ça peut arriver. Et donc ça, c'était en juillet 2023. Et cette éditrice est partie. Et on m'a donné une autre éditrice, et mon éditrice me l'a accepté. Et elle l'a adoré, et elle a compris exactement dans quoi je pouvais. Il y a eu énormément de retravail, mais elle savait que c'était possible de le retravailler. Donc, Elle a vu enfin, la c'est. possibilité. Mais complètement. Et en plus, je travaille beaucoup mes romans, et ce qui est normal, il n'y a aucun texte du premier coup qui est bon. Bah, c'est même plutôt rassurant de voir, parce que j'ai déjà entendu des autrices qui signaient leurs romans et elles les signaient telles quelles et ils sortaient telles quelles. Et c'est vrai que t'as tellement plus de recul en plus sur ta propre histoire. Mais complètement. Tu peux pas. Enfin, moi, ça me ferait limite peur si un jour j'arrive à signer un contrat d'édition, qu'on me dise, oh, bah c'est bon, il est parfait, on te le prend comme ça et on te le publie. T'es en mode, bah Ben non. ça existe pas. Ça existe pas. Même les autrices les plus connues, les plus. Il y a Elles retravaillent leurs textes. Hein. il y a certaines maisons d'édition qui publient comme telles. Oui, mais c'est souvent des maisons d'édition, des petites maisons d'édition, voilà, ou des maisons d'édition qui sortent énormément, énormément, énormément de textes. C'est ça. Voilà, donc Mais du coup, oui, c'est tout à fait normal. Et au contraire, c'est là pour embellir. Et c'est leur boulot aussi. Enfin, toi, tu parlais de l'aspect coaching que tu as. Mais parce que toi, du coup, tes coachs, tu vas plus intervenir sur le processus d'écriture, d'aller pousser les idées à leur maximum, d'aussi apporter ta vision extérieure à un projet. Mais c'est vrai que c'est encore une autre étape que d'aller travailler avec une éditrice qui, là, va travailler peut-être le texte un peu plus en profondeur, qui va avoir aussi peut-être une autre vision. bah, elle va avoir le même rôle, pas vraiment, parce qu'une éditrice, elle va aller en profondeur sur les phrases, la façon dont tu vas travailler et tout, mais le fond de l'histoire, c'est ce que je fais. Moi, je fais de la bêta-lecture, et c'est la même chose que on appelle ça des retours généraux. Donc, ton éditrice, elle fait des retours généraux au début, et c'est exactement ce que je fais. Ok. Voilà. Donc, et après, j'ai deux casquettes. C'est soit je fais de la bêta lecture, ou sinon je fais de la création de trame. Donc, je vais avoir un auteur qui va m'appeler avec une idée qu'elle a en tête, et après, ou qu'il a en tête, et après on travaille ensemble pour savoir si bah, ton idée, elle peut fonctionner pour toute une histoire. Parce que parfois tu pars une bonne idée, mais en fait tu arrives au 10e chapitre et tu dis ah mais en fait j'ai plus rien à raconter. Ouais. Ouais, il faut un truc en plus. Voilà, et ça arrive très souvent, mais c'est pas grave. En fait, on l'a tous fait, on a tous des débuts de romans, on n'a pas été jusqu'au bout. Donc ça, c'est pas grave. Donc c'est un peu ça avec les éditeurs, et surtout, tu as besoin d'avoir une relation de confiance, parce que tu sais que cette éditrice ou cet éditeur, il va vouloir que tu réussisses et il veut que ce texte il fonctionne. Donc, et en plus, dans mon texte aussi, j'avais un prêtre. Donc, j'ai un prêtre qui est son meilleur ami. Mais oui, j'avais oublié, lui. Il est là encore? Ah bah oui, il est là, il ne lui partira pas. Donc, c'était ce qui était très drôle, c'était que je craignais qu'on me demande de l'enlever. Ouais. Bah, Et c'est un peu, pas touchy, mais c'est vrai que quand en plus, comme ça parle quand même beaucoup de enfin, ça apporte beaucoup la sexualité, sauf si ça a c'est beaucoup ça. avoir un prêtre derrière, mais qui finalement est assez ouvert, même beaucoup ouvert d'esprit. Enfin, il n'a pas on va dire ce cliché du prêtre hyper moralisateur qui va te regarder de travers parce que tu as osé dire pénis ou que C'est sais-je. ça. Mais ça peut être aussi un peu risqué d'inclure un personnage de cette trempe dans un livre comme celui-ci. Ah, mais complètement. Donc, c'est pour ça qu'il y avait tellement de choses que. Voilà. Et mon éditrice, mais pas du tout. Elle l'a pris comme ça. Et dis-toi que quand elle l'a présenté, souvent ils sont obligés de présenter aux partenaires à tout ça. Et elle me dit que c'était le prêtre qui avait plu le plus. Donc vraiment, elle avait le bon feeling, et elle a eu confiance au texte, quoi. Donc, Après, c'est aussi un peu ta patte, je trouve. Ça aurait été grave dommage de l'enlever parce que c'est un peu ce qu'on retrouve dans chacun de tes romans, c'est que tu as ce personnage qui est un généralement peu what the fuck. Voilà. je pense à Louis, le petit vieux proprio. Complètement cinglé, oui, oui. Ou Mamata dans Père Noël en slip. Oui, oui, j'ai toujours. Comment il s'appelait dans Vision, le petit L'escargot. Thierry. Thierry l'escargot. Thierry. Voilà, faut avoir la ref, mais moi il m'a Voilà.
celui-là. Bon, j'ai oublié son prénom, le pauvre, mais il m'avait marqué quand j'avais lu Vision à l'époque. Donc Ouais. c'est vrai que c'est un peu aussi ta patte et c'est ce qui généralement aussi apporte beaucoup un potentiel comique à tes livres et qui vient parfois casser des situations qui peuvent être plus dramatiques. C'est ça. Bah là, le prêtre, il a un peu ce côté, on va dire le sérieux. Quand normalement, ça devrait être lui le sérieux, et ça casse un peu tout ce truc. Voilà. Donc même la religion, il n'y a aucun blasphème parce que je suis passée par une sensitive reader, 2 sensitive readers, une pour tout ce qui passait par le féminisme et le masculinisme, parce que je voulais surtout pas que ça soit un personnage masculiniste qui est souvent mis avec l'extrême droite. Donc moi, je voulais rien de tout ça. Et je voulais vraiment juste un petit con, genre, qui a grandi avec des mauvaises pensées, quoi. Donc, et qu'après, tu peux te déconstruire. Voilà, c'est vraiment plus un homme qui se déconstruit et qui voit d'autres choses. Donc, on avait plus envie de partir dans quelque chose comme ça. Et j'ai pris une sensitive reader pour tout le côté religion, pour pas faire de blasphème, pour pas voilà, froisser n'importe qui. Et après, moi j'étais en école catholique jusqu'à ma 3e, donc je connais très très bien le sujet. Et j'avais un prêtre qui m'a beaucoup inspiré pour Lionel, quoi. Donc On a noté qu'il y avait donc ce fameux personnage à chaque livre qui en ressort de manière assez forte. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a parlé, comme Lionel avec quelqu'un que tu as connu dans ta vie, c'est un personnage qui te vient vite à l'esprit? Est-ce que c'est un personnage où tu dis, ok, d'accord, là j'ai ce livre-là, j'ai cette histoire, il me faut ce personnage qui va venir un peu apporter sa petite touche, donc comment est-ce que je le crée, qu'est-ce que je veux lui apporter, ou au contraire ça vient plutôt de manière assez naturelle à chaque fois? c'est une très bonne question. On va dire que pour le prêtre, clairement, j'avais mon prêtre quand j'étais au collège. Lui, il avait une bicyclette. Bon, je peux même pas dire son nom parce que j'ai pas envie de me faire. Voilà, il était drôle, il était jeune, il était ouvert, il parlait tout le temps d'amour. Et quand je l'ai connu, il n'était pas encore prêtre, je crois, Je crois pas qu'il était encore prêtre, il est devenu prêtre. Ok. Et maintenant, je sais que c'est le patron de son église. Donc, et c'était vraiment quelqu'un de bienveillant. Voilà. Après, les pensées que mon personnage a, et parfois pas forcément les mêmes pensées. Et j'étais tombée sur une vidéo TikTok d'un prêtre hyper jeune, hyper ouvert, et qui avait, pareil, un discours super ouvert sur l'amour, et qui était vraiment plus porté vers l'amour que sur la religion. Et je m'étais dit, ah, c'est génial, genre, ça donnait un peu plus de peps à mon personnage. Par exemple, Mamata, dans Père Noël en slip, je me suis juste inspirée de moi-même. Je me suis dit, quand je serai vieille, je veux être comme ça. Je veux être une vieille chaude mamie. Voilà. Et ses copines, c'est simple, c'est Camille, donc c'est Esquil, et Émilie Parizeau. C'est simple. Ouais. Je me suis toujours dit, si je suis vieille et nos maris sont morts, je veux qu'on vive toutes les trois. Parce que Ouais. je sais que ça sera le feu de Dieu. Donc voilà, donc c'était ces petits trucs. Donc on va dire que c'est plus des personnages Louis. À la base, ils devaient être juste un peu chelous. Mais plus ça avançait, plus j'écrivais, plus je me disais, mais c'est qui ce type? Mais dis-toi que mon mari me disait, pourquoi tu rigoles? Je rigolais en écrivant et je lisais. Il disait, mais t'es cinglé. Je disais, mais c'est ça, en fait, ce que j'adore. Et pour la petite anecdote, tu m'as lu ma trilogie, t'as lu le premier tome de ma trilogie, et tu m'avais fait une remarque en me disant, ah, il est génial, mais il n'y a pas ce côté un peu fou que tu mets dans les autres. Et en fait, ça m'a fait réaliser que j'ai un personnage chelou dans chaque livre et j'en avais jamais vraiment remarqué. Donc en fait, ça n'a jamais été Une volonté. euh, une volonté de me dire je vais mettre un personnage what the fuck dans tous mes trucs. Et c'est quand tu me l'as dit, bah, j'en ai rajouté un, hein, bien sûr. J'en ai rajouté un dans le 1, j'en ai rajouté un dans le 2. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, et ça. Et en fait, c'était ça le petit truc chelou qui me manquait. Donc, Ok. Est-ce que tu avais eu un blocage sur l'écriture dessus? Enfin, pas un blocage, mais tu avais un truc où tu disais, ouais, il je manquait. sentais qu'il manquait, et c'était pas gros, mais je sentais qu'il manquait un petit truc. Et après, je sais que mon éditrice passera dessus, et bon, elle rentrera ça 100 fois meilleur, à me dire, attends, il manque un peu ça, il faut que tu ajoutes ça, et c'est ça qui est cool, quoi. Mais voilà, donc c'était un peu grâce à toi, même c'est pas un peu, c'est grâce à toi, j'ai réalisé que dans mes personnages, il y avait des gens chelous, quoi. Bah, Et du coup, chelous comme moi, voilà. franchement, un personnage chelou, il a intérêt à avoir mon prénom. Vu que C'est c'est vrai. comme Non, ça. mais c'est vrai que souvent, c'est des mecs. Ah, Si on réfléchit, c'est souvent des mecs, à part c'est vrai, Mamata, c'est mais vrai. je peux rajouter une fille un peu what the fuck. Ouais, ça sera fort apprécié.
Je suis trop contente à chaque fois. Enfin, c'est très rare que je vois mon prénom. Vu que je m'appelle Emeline, c'est assez rare comme prénom. Enfin, c'est pas rare, mais c'est pas hyper répandu. Donc, à chaque fois que je vois mon prénom, je suis contente. Hein. Donc, même si elle est complètement tarée, je serais très heureuse d'apparaître dans un J'ai une prénom. copine comme ça, elle m'a dit la même chose. Je l'ai mis prostituée dans un livre. Donc, Ah, bah écoute, écoute, à mes risques et chacun périls. son choix. À mes risques et périls. Mais du coup, ouais, c'est assez drôle. Enfin, assez drôle. C'est marrant de voir que finalement, ça devient assez naturellement de rajouter cette petite patte. Je vois que ça reste différent, mis à part Vision, qui je mets complètement à part du reste Bah, du. j'ai beaucoup de traits différents. Ouais. J'ai Ouais, quand même. Vision qui est différent, Respire qui est quand même très différent. Ce qui est plus du Yonga, il me semble. J'ai Young Adulte avec, je parle de racisme, je parle de maladie, je parle d'harcèlement scolaire. Enfin, Ouais, un peu lourd. il est tristouné à souhait, quoi. J'ai écrit une dark romance avec Maloria Cassie. Oui, effectivement, contre-coup. Voilà. Donc, tu vois, là, on est déjà sur 3 genres différents. Mm. Et j'ai écrit une comédie de Noël et j'ai écrit 2 comédies romantiques super drôles. Mais du coup, à chaque fois, il y avait l'amour, il y avait de la romance. Toujours. Bon, non, je n'arriverai pas à écrire autre chose. Peut-être Ouais. dans des années, peut-être que je pourrais écrire un thriller. Mais là, j'en suis pas là du tout. Et oui, là, après ma trilogie, j'ai rien de signé. Voilà, c'est un projet que j'ai en tête. Voilà, là, il est dans la boîte mail de mon éditrice. On verra si ça passe. Mais c'est un texte que j'y crois à fond et que si c'est pas Hugo, ce sera une autre maison d'édition. J'espère que ça sera eux. Mais, euh, mais voilà, c'est un truc que j'ai jamais fait. J'ai jamais écrit de trilogie. J'ai jamais écrit. Euh, c'est un peu du produit Hugo, je trouve que j'ai écrit. C'est Mm. un peu ce truc, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est vraiment une romance pure et dure, avec. Je trouve qu'après avoir écrit ma romance sur la même longueur d'onde, j'avais besoin de souffler un peu, faire quelque chose d'un peu plus léger, même si c'est pas si léger que Oui, ça. j'allais dire, bon, on est même, Mais je trouvais mes personnages un chouïa moins complexes. Et au final, bon, ils sont un peu complexes, mais pas à ce point-là. mm. Voilà. Mais du coup, ouais, tu te vois pas écrire autre chose que de la romance. Mais du coup, j'ai envie de te demander pourquoi la romance. Enfin, qu'est-ce qui t'attire le plus dans ce genre? Qu'est-ce que tu aimes exploiter? Qu'est-ce que tu aimerais potentiellement exploiter dans le futur que tu n'as pas encore fait également? Mm. Parce que finalement, il y a tellement de possibilités Ah avec. oui, en romance, complètement. Ouais. Bah déjà, j'ai commencé à lire avec Harry Potter. Il n'y avait pas trop de romance dans Harry Potter. Clairement, il n'y avait pas de romance. Mais c'était pas. Mais c'était vraiment ce truc où je lisais et j'oubliais tout ce qui était autour. Mais vraiment, tout ce qui était autour, j'étais dans ma bulle. Et après, je suis tombée sur une première histoire d'amour. C'était un livre que j'ai trouvé dans une bibliothèque. C'était les premiers émois. Je devais avoir 13 ans. Je m'étais dit, oh, mais c'est génial. Et après, j'ai commencé à en lire un peu plus. Et c'était souvent de la romance fantastique avec des vampires. Ouais. J'ai lu beaucoup de ça avant Twilight. Hein. C'était bien Ah, avant Twilight. Twilight. Ok. Ah oui, oui. C'était bah, je crois que Twilight, il a dû sortir quand j'avais 19 ans, je crois. Et j'avais lu le livre de Twilight avant qu'il sorte en film. Oui, bah. Et donc, j'avais lu des livres de vampires et tout. J'adorais ça. Et après, il y a eu Twilight. Et c'est là où je me suis dit, mais laisse tomber. Enfin, à part le tome 2 où j'avais envie de décéder avec les mois qui passaient, c'est vraiment un livre où je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire ressentir aux gens. C'est des papillons, ouais, un truc où ouais, des papillons dans le ventre. C'est ça que j'ai envie que les gens y ressentent quand ils lisent. Et que tu sais, qu'ils oublient où ils sont, qu'ils ont envie de. Voilà. Mais j'avais pas de but à la base de me dire, ah, je veux montrer des belles histoires d'amour. Non. Enfin, moi, c'était pas du tout mon premier. J'avais juste envie que les gens, ils kiffent leur lecture. Donc après, la romance, je pense que c'est ça. Et puis après, je pense que je rêvais. Moi, c'est horrible ce que je vais dire, d'accord? C'est horrible, d'accord? Vas-y, vas-y. Ah, même si j'étais mariée, d'accord, j'étais pas heureuse en amour et c'était pas du tout l'amour que je voulais. Donc je pense que je fantasmais à mort sur ce que c'est vraiment l'amour, que quand tu le ressens vraiment du plus profond de ton être, quoi. Mm. Et j'ai jamais cru à l'amour. Et ce qui est très très chelou, mais genre j'ai jamais cru à l'amour où vraiment tu restes toute ta vie avec une personne. Donc si tu veux, quand j'ai lisé des livres d'amour, ça me faisait tellement rêver, mais j'y croyais pas mais même pas d'un poil. Mais c'était pas grave, moi j'avais besoin de ça, je pouvais, ouais, c'était un truc de fou. Et puis j'ai rencontré mon mari, et là j'ai dit, ah mais c'est ça l'amour.
C'est ça le vrai amour où et ben maintenant mes personnages ils sont devenus méga green flag. C'est souvent parce qu'ils sont c'est lui hein, qui est méga green flag donc souvent c'est je vais vachement m'inspirer de ça. Donc c'est pour ça que l'amour maintenant je l'écris d'une autre manière, je trouve que mes premiers romans. Mais attends, est-ce que ça veut dire qu'avant, parce que là tu dis que tu préfères les personnages green flag bah, par rapport à ton mari qui est ce green flag ambulant, c'est-à-dire qu'avant tu étais plus sensible à un amour plus, pas forcément red flag, mais qui était beaucoup moins... Non, pas forcément, c'est que j'aimais lire tout. Moi, Ouais, j'ai toujours aimé tout lire et j'aime sentir des émotions différentes. Mais on va dire que ça soit un bad boy ou que ça soit parce que ça aussi c'est très dans le féminisme où les gens ils disent ah oui mais attends tu lis ou la dark romance et tout et en fait je vois pas la dark romance et je vois pas les romances avec un mec qui est du super red flag. Je me dis pas oh génial c'est exactement ce que je veux dans ma vie. Non c'est tout le contraire en fait. Je sais genre tout bête quand j'ai lu Fifty Shades of Grey j'ai tellement kiffé mais je me suis dit mais moi tu me dis quoi faire je te brise la nuque mais mm-mm, c'est pas pour autant que j'ai kiffé. ouais. En fait, pour moi, le fantasme, ça n'a rien à voir avec ce que tu veux dans ton quotidien. Mais c'est ça, quand tu adores Game of Thrones et que t'es là obsesse par Game of Thrones où tout le monde se tue, tout le monde meurt, où il y a des maladies, où il y a de l'inceste, il y a tout ce qu'il ne faut pas dans le monde qui est dans cette série, à aucun moment on a dit aux gens mais c'est bizarre, c'est ça que tu veux dans ta vie. Tu veux te Et mais retrouver quand dans tu les lis un pages. thriller, est-ce que quand tu écris un thriller, tu te dis, attends, il a écrit ça, c'est génial, ce soir, je vais être un serial killer. Non, c'est pas ça du tout. Non, non. On lit pour s'évader. Et que tu peux lire une romance qui est green flag ou pas green flag, c'est juste que j'ai commencé à écrire des livres avec des green flags parce que je me suis dit, ah, mais ça existe des mecs super green flag. C'était plus dans ce sens-là. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas écrit mon cher Théo qui est loin d'être un green flag. Mm. Mais c'est pas grave en fait. On écrit ce qu'on a envie à ce moment-là, mais c'est plus par rapport à la romance, ce que ça a eu un impact dans mon. Ouais, moi je voyais ça comme quelque chose de positif. J'adore rêver. Et toi, c'est pas parce que tu dis la romance que t'as pas de romance chez toi. Je dis tout le temps j'ai un mari parfait, et c'est pas pour autant que je lis pas de la romance. C'est pas parce qu'on est en couple, non, c'est pas parce qu'on est au régime qu'il ne faut pas regarder le menu, comme on dit. Mais exactement. Enfin, franchement, c'est. Donc, tu vois, c'est vraiment cet amalgame que beaucoup de gens où ils font. Là, j'avais été marraine d'un événement l'année dernière et une question, je ne me rappelle même plus, c'était le journaliste où il y avait le maire qui avait parlé, je ne me rappelle plus exactement quoi, qui pour lui c'était genre, oh, bah, quand tu lis de la romance, c'est que tu es un peu désespéré. Bah non, en fait, c'est tout le contraire. En fait, on a envie de rêver. Et comme j'avais expliqué à ce monsieur, je lui avais dit, bah, vous savez, s'il y avait plus d'hommes qui lisaient de la romance, il y aurait moins de divorces. Ouais, grave. Et si les hommes lisaient de la romance, je peux te garantir qu'ils pourront savoir quoi faire pour les femmes et ce qu'elles veulent. Parce que quand tu vois que des mecs qui payent des formations à 100 balles pour aller parler à un mec qui dit la meuf, c'est une pute si elle a couché avec ça, c'est une pute si elle te répond pas. Non, je peux te garantir, va lire de la romance, c'est exactement écrit comment charmer une nénette, tu vois. Mais oui. Donc, C'est comme des hommes écrits sous le regard d'une femme. Enfin, littéralement, tu veux c'est ça. savoir comment bien te. Enfin, après, ça va dépendre des romans. En tout cas, si tu prends un roman avec un green flag, c'est ça qu'on veut dans la vraie vie. Mais Le c'est tueur ça. en série complètement obsesse ou masqué qui va te courir après, bon, peut-être pas forcément. Mais, Mais mais on retrouve clairement. ça dans les green flags. Mais oui, mais en fait, c'est dingue. Et c'est d'autant plus dingue. Enfin, moi, ce qui me rend complètement cher avec tout ces a priori qu'on peut avoir, c'est que pour le coup, l'amour, c'est ce qui est universel, enfin, chez les hommes ou chez les femmes, que ce soit l'amour familial, amical, romantique. On a tous cet amour dans notre vie. C'est ce qui nous, on va dire, nous unit un peu tous entre êtres humains. C'est l'amour. Les livres qui parlent de cet amour-là sont vachement décriés, voire carrément rabaissés. Alors tu es en mode, mais en fait, c'est notre quotidien à tous. Et tu prends Oui, mais c'est parce que c'est écrit par des femmes. Enfin, c'est tout simplement ça. aussi. C'est ça, c'est écrit par des femmes. Et tu sais, il y avait aussi un genre, à un moment, qui était le genre écrit Virginie Grimaldi, qui s'appelle le feel good, pareil. Hein, il était décrit, ils appelaient ça des romans de gare, comme si c'était un truc sale. Mais quand c'est un homme qui écrit un thriller, forcément, il est au-dessus du lot. Tu vois. Donc c'est aussi beaucoup dans ce côté-là. Et moi, mon père, il lit de la romance. Hein. Depuis que j'écris, il lit de la romance, il lit de tout. Lui, il trouve ça trop génial. Quand j'ai un thriller, je lui file un thriller. Et mon père, il a 80 ans. Hein. Et je lui parle pas que mes livres, je passe les livres de mes copines, tu vois.
Ouais. Et il me dit tout le temps, ah ben c'est hyper. Il dit, moi, et lui, il s'en fout. Il dit tant que je puisse m'évader. Et il me disait avant, il me fait, c'est dommage que j'en ai pas lu avant. Je dis, bah, avant, c'était quand même populaire, Ouais, moins d'en trouver populaire. moins Mais aussi, c'était beaucoup plus. Enfin, moi, je sais que j'ai une petite nostalgie pour les romances des années 2010. Tu sais, c'était un peu les Christina Loren et compagnie, où t'avais le truc hyper cliché. Généralement, c'est l'homme d'affaires avec la petite nénette et enfin, des trucs très codifiés. Et j'ai un peu cette nostalgie de cette époque-là. Et en même temps, je suis tellement heureuse de voir aujourd'hui aussi la pluralité de ce que tu peux trouver en romance. Et je pense qu'on en a trop lu. c'est peut-être aussi ça. Du coup, c'est trop, ça revient et t'as peut-être envie de voir autre chose, mais là on est un peu dans une ère où justement il y a les green flags et moi j'adore lire une romance où tu peux potentiellement te reconnaître dans les personnages et dire mais en fait ça je l'ai totalement vécu comme situation et ça je trouve ça trop chouette qu'on arrive alors je sais pas combien de temps ça va durer mais qu'on arrive à cette ère où on n'a plus besoin aussi de lire des histoires complètement inaccessibles genre le milliardaire enfin je Oui, dirais pas qui, un milliardaire hein, si un Mais milliardaire c'est, mais c'est ce que nous on aimait à la base. C'est oui, parce que on avait envie de sortir de notre quotidien. Parce que si Christian Grey il s'appelait Christian Gris et qui c'est un cochonneau qui est pauvre et qui dit bien oui. chez moi je vais t'attacher, Ouais, C'est un documentaire. C'est plus un livre, tu vois. Et c'est juste qu'on avait envie de rêver. Et c'est ça pour tout. Et je pense que maintenant on a assez rêvé et on a envie d'avoir des histoires qui se retrouvent plus et ouais. qu'on arrive plus à s'imaginer. Mm. Et de temps en temps, il y a toujours un petit livre cliché qu'on va Comme lire et ça qu'on va aussi. kiffer et qu'on va dire ah là là, ça fait longtemps. Mais je pense qu'on est arrivé dans une romance et dans une société où on a envie un peu plus de juste, on a envie d'un peu plus. Et Mais de en, temps en temps, on peut relire, mais on a quand même envie d'avoir plus. mais en France, j'ai l'impression, parce que si tu vois, tu parles des autrices américaines, je sais que je lis aussi beaucoup en VO, enfin en anglais. Et en vrai de vrai, quand là j'essaie de réfléchir en même temps que je te parle, j'en vois pas beaucoup des romances comme on peut écrire en France à l'étranger. Colleen Hoover, elle est quand même, elle écrit quand même des trucs qui sont quand même. Ouais, mais tu vois, par exemple, tout ce qui fonctionne, ça va être les cow-boys. Bon, peut-être que ça commence peut-être à s'essouffler maintenant, mais l'année dernière, c'était à fond les ballons sur les cow-boys. Je pense au hockey romance. Enfin, tu vois, c'est encore des trucs très, encore une fois, codifiés et qui restent Complètement. pas inaccessibles parce que je suppose que quand tu habites dans le Mississippi, non, je sais même pas s'il y a des cow-boys dans le Mississippi, mais au Texas ou je sais pas quoi, c'est peut-être hyper random de croiser des cow-boys, tu vois. Mais ça reste quand même, on va dire, un peu pas un monde extraordinaire, mais un monde peut-être fantasmé, Oui, oui, idéalisé, où oui. tu rêves. Alors qu'en France, j'ai l'impression qu'on a quand même pris le contre-pied de ça dernièrement, et on va plus se diriger vers des trucs un peu plus terre à terre, un peu plus dans notre quotidien, qui nous reflètent aussi, donc déjà en tant qu'autrice, je suppose, quand tu l'écris. Enfin, cela dit, je dis ça, mais j'ai les yeux droits sur Blood Vipers, qui est complètement à l'opposé de ça, mais qui a trop bien fonctionné l'année dernière, tu vois. Mais du coup, ouais, je trouve ça intéressant ce switch qu'il y a eu, qui aussi est juste Moi, un... je trouve qu'il y a les deux. Donc, tu vois, je trouve qu'il y a les deux. Et les américaines, c'est pareil. Après, je lisais beaucoup en auto-édition. Donc, c'est vrai que c'est longtemps que j'ai pas lu en anglais. Faudrait Après, peut-être il y a que je me tellement de talents relis encore. français maintenant que Bah oui, et en plus, je fais plus de bêta que je lis par le plaisir. Ça a vachement changé. t'as du mal à trouver le juste milieu entre tes Bah, équipes. j'ai plus de juste milieu parce que quand je bêta un texte, surtout les autrices que je m'occupe depuis des années, je fais pas les mêmes bêtas que les nouvelles autrices que j'ai. Hmm. Donc, C'est comment la différence? Juste parce que tu connais l'autrice, donc tu as un peu plus de, pas de distance, mais tu sais un peu plus comment elle réfléchit, donc c'est aussi un travail différent. Est-ce que c'est parce que non, peut-être parce que le que je travail est pourrais le même? pas, ça pourrait pas être le même. Je pourrais pas, ce que je vais faire avec deux, trois auteurs avec qui je travaille depuis 7 ans. Je peux pas le faire la même chose avec des autrices qui m'engagent pour un texte. Elles vont m'engager pour un texte ou pour une trame. Et après, ça s'arrête là. Et avec les filles que je suis, c'est la trame. Elles m'envoient chapitre par chapitre. Hmm. Et je peux pas faire ça avec plein de gens. Je pourrais pas, en fait. Oui, C'est oui, pas bah, possible. ouais. Donc, et déjà que j'ai plus le temps pour moi pour lire ce qui me fait plaisir, pas ce qui me fait plaisir, parce que vraiment, la dernière bêta que j'ai fait, c'était Wild Rose de Emily Parizeau. J'ai fait Abyss avec Camille, enfin, CS Quill. C'était des bêtas qui étaient extraordinaires et que j'en garde un super souvenir. Oui, mais c'est pas le même rapport. C'est que tu lis pas par plaisir, dans le sens où tu juste apprécies le texte et tu lis avec un esprit critique pour derrière apporter une aide à l'auteur. Enfin, c'est pas du tout le même rapport à la lecture. C'est complètement ça. Et en fait, j'arrive plus à. Et sauf que j'en ai beaucoup de textes. Donc,
Quand j'ai 3, 4, 5 textes à travailler, plus la bêta, plus ça, ben je peux pas m'en sortir et lire par le plaisir le soir. Et ça me manque énormément. Ça me manque énormément, énormément parce que j'ai plus ce petit truc. Et ça aussi qui change. Avant, je lisais le soir et c'est vrai que depuis que j'ai mon petit mari, je lis plus le soir. Donc, c'est des Chier, trucs. c'est Marie, oh là Ah là. ouais, c'est clair, c'est Il clair, écrit c'est ça, clair. mais il t'empêche de lire quand même, hein. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais c'est pas grave. Je sais que je vais reprendre et que quand je ferai un Oui. peu moins de bêta, peut-être que je pourrai plus un peu. J'avais lu quoi? J'ai lu La femme de ménage, j'ai lu Verity, et tu vois, c'est des trucs qui sont pas du tout dans la romance. Mais je vais lire tous les derniers. Après, j'ai quand même 7 autrices que je m'occupe depuis 7 ans. Donc, t'imagines 8 autrices, que la plupart, elles sortent 2-3 livres par an, Mm. plus Fais gaffe. mon travail de bêta, j'ai pas le temps de lire par le plaisir. Ouais. Mais du coup, tu arrives quand même, parce qu'on dit souvent que quand tu écris, tu te nourris un peu de tout. Donc, ça peut être effectivement de ton quotidien, de ce que tu vois à la télé, enfin un peu de tout, mais beaucoup aussi de la lecture. Et du coup, tu arrives quand même à trouver cette inspiration, à te nourrir. Enfin, Ouais, peut-être parce que dans des souvent je fais des trames en fait, et quand je fais des trames avec des gens, souvent ça a rien à voir avec leur trame, hein. Je dis ah putain c'est une bonne idée ça, qui a rien à voir avec ce qu'ils m'ont dit, tu vois. Je dis tout le temps faut beaucoup lire pour avoir. C'est plus par rapport aux constructions de phrases, de comment ton texte il va être construit et tout ça machin. Et après, ouais, autant d'années j'ai vachement découpé les textes, donc tu vois j'ai pas besoin, tu sais, cette discipline je l'ai déjà. Mais depuis toujours, moi, c'est les conversations avec les gens que ça me donne des idées. Je vais te donner un exemple tout bête. Pour Love at First Lie, j'ai un hypochondriaque, James, qui est le héros, et c'est Émilie Parizeau. Elle est hypochondriaque, donc elle m'a donné tous ces trucs, ça m'a donné des idées. Il y a une infirmière dedans, ma sœur, elle est infirmière, donc, et elle va me raconter des petites histoires que j'ai inclus dedans. Donc c'est souvent des gens qui vont me raconter des trucs. Pour Père Noël en slip, le stripteaseur dans la maison de retraite, c'est parce que j'ai vu une vidéo TikTok donc, qui était glauquissime, et c'était une stripteaseuse dans une maison de retraite dégueulasse. Ok. D'accord. Et j'avais rigolé, donc cette vidéo, elle est restée dans ma tête. Et après, j'avais parlé avec une copine qui m'expliquait que sa grand-mère était dans une maison de repos. C'était le feu. Elle m'expliquait qu'il y avait un bar et qu'ils se retrouvent tous, qu'ils picolent tous le soir dans ce bar et qu'il y a une trop bonne ambiance et qu'en fait, ils sont chauds comme la braise. Ils vont d'une chambre à une chambre. Et sauf c'est une résidence senior qui n'est pas médicalisée. Donc, Ok, c'est ouais, genre que des vieux qui sont dans un immeuble, mais ils ont quelqu'un qui est là H24. Ils ont une petite, tu sais, où tu appuies sur un bouton s'il y a quoi que ce soit, il y a les médecins qui arrivent, et t'as un médecin qui est collé au truc, t'as le kiné qui est collé au truc, qui a leur propre cabinet, mais c'est pas une maison de retraite où quelqu'un vient te donner tes médocs, ils sont vieux, ils peuvent pas vraiment vivre tout seuls, mais ils font plus à manger. Il y a une cantine. Ouais, c'est entre les deux, c'est vraiment entre l'indépendance et. Et c'est exactement ça. Et souvent, bah, tu sais, tu peux comprendre, tes vieux, tes enfants, tes petits-enfants, mais ils ont autre chose à faire d'aller voir mamie ou papy. Et ils se disent, bah attends, je vais trouver un truc entre deux, c'est moins cher que la maison de retraite et c'est plus fun. Et donc, comme m'a donné cette idée plus l'autre, je me suis dit, mais attends. Ça y Et est, j'ai bon. fait, voilà. Mais c'est des trucs où c'est plus des gens qui vont me raconter quelque chose ou quelque chose que je vais voir, et lire un article. J'adore l'émission ça commence aujourd'hui avec Faustine. J'adore aussi. Mais Puis, laisse tomber, mais ça, c'est des ça sources m'éclate. d'inspiration, mais qui est énorme. C'est plus sur ça, mais ça, c'est depuis toujours. Et j'adore quand les gens me racontent leur vie, donc tu vois, je vais vachement écouter. Donc voilà, donc c'est plus ça qui va me donner des idées plutôt que la lecture. Ouais, donc en vrai, le cliché de faites attention si vous avez une autrice dans votre entourage, à tout moment vous allez finir dans son livre. Avec toi, c'est genre C'est c'est 100% de chance, ouais, 100% de chance. d'accord. Mais ouais, ça va pas être une histoire, mais ça va être peut-être un trait de Oui, caractère, tu effectivement. vois. Voilà, j'ai une badass là dans mon truc, et c'est Camille à mort. Ce truc-là, un peu, tu sais, il y a des gens que tu vois et qui t'impressionnent sans forcément leur parler. Camille, je trouve qu'elle a un peu cette vibe-là. Et donc, j'ai une de mes héroïnes de mon tome 3 qui est comme ça. Je sais même pas si elle va le remarquer que c'est elle, Bah mais, maintenant. mais, mais voilà, enfin, c'était. Mais moi, je vais Voilà. te dire du coup, si imaginons demain, alors pas forcément que toi tu l'écrives ou quoi, mais si demain tu devais être dans une romance, et genre c'est toi le personnage de cette romance, genre tu imaginerais comment? La romance parfaite avec toi en centre personnage. Ça peut être un truc complètement décalé, pas Mais forcément en réaliste, romance, en romance. moi, je sais pas. Là, c'est le néant, j'en ai aucune idée. Non, je préfère être dans du fantastique, une Ah, romance fantastique où je suis l'héroïne, l'élue, ça je kifferais trop.
avec des pouvoirs, t'as déjà des Mmh. pouvoirs ou tu les découvres entre-temps? Bien sûr que je les découvre. OK, J'étais comme ça dans mon quotidien, solo, et hop, oh mon Dieu, je découvre que je suis l'élu et que j'ai tous les pouvoirs du monde et que c'est moi qui dois sauver le monde. OK, incroyable. Voilà, c'est mon ego surdimensionné, ça. Avec des vampires, du coup? Non, pas le vampire. Non, pas vampire. On n'est plus dans la vibes Non, vampire, c'est bon. non, je suis plus vampire, loup-garou, non, c'est Non, donc il y fini. aura jamais, de Romantasy, Madine, Flora Harmonie avec des vampires et Non, oh peut-être, qui sait? Oh, je j'ai ne cru ferme que aucune ça porte. revenait à la mode, hein, j'ai bon espoir que ça revienne, mais Non, il y a Édouard qui est parfait, j'ai pas besoin de plus. ah, on est d'accord parce que Non, bon, je non, sais que c'est un peu controversé team Édouard, team Jacob, mais non. ouais, on est d'accord. Il était là en premier en plus, excusez-moi, mais bon. Exactement. Par contre, j'avais vu la dernière fois, bon, je fais une petite aparté, mais ça m'avait pas choqué, mais un petit peu quand même, la timeline de Twilight. Je sais pas si tu t'es déjà penché dessus. Parce qu'on parle souvent, tu sais, enfin, tu me dis la Ah trame. non, c'est super court, c'est n'importe quoi. Je crois que c'est Je en crois que un c'est mois et demi, en le ouais, non, mais premier c'est tome, ouais. n'importe non, parce qu'il part pendant plusieurs mois. Pas dans le Ah premier? le non, ah oui, le premier est super court. Le Ouais, c'est 2 ça, il est en 2 mois. super long et le 3-4 il est hyper rapide parce que Ouais, le bébé, il a 1 an, genre, on dirait que c'était en ouais. Bah, c'est donc surtout non, qu'elle c'est est trop allée à la court. fin du lycée. Et je crois qu'elle arrive à Forks, elle a déjà 16 ans. Donc entre le 1 et le 4, il y a 2 ans qui se passent. Et en 2 ans, elle a le temps de faire tout ce qu'elle a vécu. Non, mais c'est n'importe Le quoi. réalisme. Ouais, bah, après ce livre, c'était pas le livre le plus réaliste du monde, mais Non. Bon. Après, bon, ça parle de vampires et de loups-garous. Est-ce que tu as besoin de réalisme? Je ne sais pas. regarde, ce livre, il doit avoir au Non, moins non, 20 ans. non. Moi, je Non. pense quand même. J'avais pas 8 ans quand je. Attends. Bah, il est sorti, je sais qu'il est sorti au cinéma, j'en avais 19. Mais regarde, maintenant, ce livre, il fonctionnerait pas maintenant. Parce Et même ça que c'est un il livre y a qui trop de suit. choses qui vont pas. Le mec, il a 500 ans, il sort avec une meuf de 16 ans. C'est un peu chelou, même si c'est un vampire, tu vois, il y a des trucs comme ça que. Après, tu regardes, il y a d'autres livres qui aujourd'hui continuent à sortir dans le monde de la fantasy, plus que le fantastique. J'ai pas beaucoup de fantastique, mais en tout cas dans la fantasy, où tu retrouves encore généralement des mecs d'ailleurs qui ont plus de 100, des fois même 1000 ans, et qui sortent avec une petite humaine qui a à peine Oui, mais 18 ans. ça nous avait même pas traversé l'esprit à l'époque. Mais encore aujourd'hui, ça ressort, tu vois, à Cotard, c'est pas sorti il y a si longtemps que ça, hein. Ouais, mais je trouve que maintenant, les gens font plus attention à faire «Ah, tu vois, ça, j'aime pas trop ça. T'as vu, il y a ci que j'aime Mm. pas trop», tu vois? Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses maintenant que plus personne laisse passer. Même Fifty Shades, je suis sûre qu'il sortirait maintenant, laisse tomber, il se ferait, boycotter. Et encore que, quand tu vois ce qui. Encore une fois, je reviens toujours, mais quand tu vois ce qui ressort parfois. Là, mais tu sais quoi, ça m'intrigue de ouf. C'est un. Je crois que ça s'appelle Light. Mais est-ce que c'est une dark? Bah, je crois que c'est considéré une dark. Oui, pour Et, moi, une dark, c'est tu fais ce que tu veux. t'as pas de T'as limite. free range. Tu fais ce que tu veux, c'est ce que tu fais ce que tu veux. Mais dans une romance Ah classique, oui, 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 c'est pas. c'est ça que je te disais, que les gens, ils s'attendent à vraiment. Il y a beaucoup de choses que tu fais plus, que tu dis plus. Tu vois, genre juste truc tout bête, mais avant, tu pouvais dire, ah, elle est folle, c'est fini, tu peux plus dire le mot folle, tu vois. C'est Attends, tout ce qui je est le mets dans mon maladie romance. mentale et tout. Tu vois, c'est vraiment, faut faire hyper attention. Ouais, putain, parce que je suis en train de le mettre moi dans mon roman, parce qu'elle voit du coup dans mon roman actuel un fantôme. Et elle se dit, mais je suis devenue folle ou quoi, je vois un fantôme, enfin qu'est-ce qui se passe? Oui, après, Et, tu vois, si tu dis, ah, je suis en train de devenir folle, ou mais toi, par exemple, ouais, je suis hystérique, elle est. Tu vois, c'est des petits mots comme ça qu'il faut faire hyper attention. Et je pense qu'avant, on faisait attention à rien. Et maintenant, on fait attention à un peu plus de choses, mais c'est pas si mauvais que ça. Oh non, c'est incroyable. Le fait que Voilà. tu as parlé de sensitive reader tout à l'heure, le fait qu'aujourd'hui on ait cette conscience et se dire, mais en fait là j'aborde un sujet Et et en France, pas encore énorme, hein, mais ça arrive, ouais. ça arrive, mais bon, comme un peu dans beaucoup de trucs, on est un peu en retard. Mais ça arrive, tu vois, et c'est quelque chose, on entend de plus en plus. Sensitive reader, ça fait quelques années que j'en entends parler, ça fait 1 an, 2 ans où je vois des personnes dire ouvertement, ok, là j'ai demandé à un ou plusieurs sensitive readers de lire pour m'assurer que ce que j'ai mis, c'est pas de la merde, quoi. Franchement, c'est hyper cool qu'on arrive à prendre conscience, et c'est un bon changement pour le coup. Et on en revient aussi au fait que bah, la romance est critiquée sur beaucoup de choses, mais il y a quand même beaucoup d'autrices de romance, je trouve, qui prennent la parole sur certains sujets et qui mettent en place bah, du coup les sensitive reading qui commencent à évoquer des choses que bah peut-être que ça s'y prête beaucoup moins dans d'autres Oui, mondes. mais il y a aussi ce fait que oui, je pense que les gens qui vont m'écouter vont dire qu'elle est lourde, celle-là, mais il y a aussi ce truc que comme c'est écrit par des femmes, on est vachement plus critiqué que quand c'est écrit par un homme. Et il y a beaucoup de choses que je suis sûre qu'on n'attraperait pas la veste de certains textes qui sont sortis
par des hommes qui disaient des choses qui n'étaient pas normales, mais on va moins leur attraper les vestes parce que c'est une femme qui va l'avoir écrit. Et même si j'aime trop vraiment que maintenant tous les textes, il faut qu'on fasse attention à quelque chose et tout, je suis complètement d'accord. Mais ce que j'aime pas, c'est le boycott que certains lecteurs vont faire. Et je trouve ça dommage de boycotter quelque chose, boycotter une œuvre. Après, il y a des trucs qui sont boycottables, on est complètement d'accord. Mais surtout quand une autrice va faire son mea culpa, je trouve ça dommage de continuer à lui attraper sa veste, à essayer de... Et je trouve ça dommage, surtout entre femmes, de pas essayer de parler avec l'autrice, parce que, bon, c'est un sujet, je ne vais pas dire qui, je ne vais pas dire quoi, mais une autrice qui avait mis quelque chose qui était dans son texte, qui était maladroit. Elle a dit que c'était maladroit, et que c'était un mot qui était utilisable il y a plusieurs années, et qu'on disait rien. Et que quand je continue à avoir des commentaires qui vont dire non mais cette autrice elle a fait ci, cette autrice a fait ça, quand cette autrice a fait son mea culpa, qu'elle a expliqué, qu'elle a enlevé certains propos qu'elle avait dans ce livre, je trouve ça dommage que entre femmes on n'essaye pas de se dire attends, on a tous fait une connerie. Et je suis désolée, il y a personne que je connais au monde entier qui n'a jamais pas dit quelque chose qu'il pensait ou qui a dit ce qu'on a dit il y a 10 ans, on ne pourrait pas le redire maintenant. Et en fait, c'est cette évolution que on devrait dire ah ok, t'es pas éduqué sur ce sujet-là, je vais t'éduquer sur ce sujet-là. Après, t'en fais ce que tu veux, mais la plupart des femmes et surtout autrices, on écoute et on se dit ok, merci de m'avoir éduqué, on peut passer à autre chose et je peux essayer pour les prochains de faire mieux ou de voir avec mon éditeur si je peux modifier ce passage-là. Mais c'est ce truc de traîner quelqu'un dans la boue que je trouve ça hyper, hyper dur. Je parle pas, bien sûr, des auteurs qui vont dire des propos racistes dans la vie de tous les jours et qui postent des vidéos horribles et tout. Je parle pas des partages politiques parfois qui craignent et que t'as pas envie t'aimes pas cette personne-là, tu dis ok, bah, elle a ces pensées-là, je peux comprendre que t'as pas envie de la suivre, mais t'es pas obligé de dire ah il faut qu'elle réussisse pas, il faut qu'on la boycotte, envoyer des messages de mort, envoyer des messages sur tous les... On peut ne pas être d'accord, mais tu lis pas ces livres en fait. Voilà. Ouais, après, il y a plusieurs couches. T'as effectivement une part où c'est des auteurs, moi je vais citer des noms, ça me dérange pas. Genre, on parle beaucoup de J.K. Rowling, où beaucoup de personnes cassent pas de lire encore parce qu'il y a cet attachement ou quoi, mais qui n'ont plus envie de donner de l'argent à cette personne qui... Mais complètement. J'ai dû enlever plein de trucs dans mon livre, parce que dans mon livre, il disait 10 points pour Gryffondor. J'ai dû l'enlever parce que j'ai... Et dis-toi que je suis tatouée d'Harry Potter. J'ai ça d'Harry Potter et tout. Mais j'essaye de me dire, ok, je la suis plus sur Insta. J'achèterai plus ses livres, j'achèterai pas ses trucs, tu vois, ça c'est clair. Mais je suis pas à lui envoyer des messages de mort, tu vois. Oui. Voilà. Après, mais il y a encore une fois, pour moi, il y a quand même une différence entre ce type de positions qui sont dangereuses, même au-delà même d'être irrespectueuses, elles sont dangereuses, et effectivement des autrices qui parfois vont utiliser un mot ou une expression, ou en tout cas elles vont mettre en scène quelque chose qui il y a 10 ans passé parce que, mais comme il y a 20 ans, rien à voir. Il y a des mecs qui disaient sans pression violer sa femme, bah bien sûr elle en a besoin. Voilà, il y a 30 ans ils parlaient comme ça, donc heureusement que ça a changé et que maintenant ces hommes-là ne le diraient plus, ils se diraient j'ai été un trou du cul de dire ça. Mais il faut aider les gens à s'éduquer et pas à les foutre par terre et à les enterrer 6 pieds sous terre, quoi. Et c'est surtout, si tu as fait quelque chose, tu as écrit quelque chose il y a des années qui, à l'époque, dans la conscience collective, enfin pas collective, parce qu'il y a forcément des gens qui étaient plus éduqués que d'autres, même il y a 10 ans, mais que il y a 10 ans, c'était jugé acceptable et que aujourd'hui, ça ne l'est plus, tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'il y a 10 ans pour ce qu'elle a écrit. Surtout si à l'époque d'aujourd'hui elle dit bah oui en fait effectivement j'ai pris conscience que c'était maladroit, c'était irrespectueux, c'était machin, aujourd'hui je le referai plus, je m'excuse, je m'améliore, je m'éduque, etc., et j'avance. Effectivement, continuer à boycotter ces personnes là c'est contre-productif pour moi parce que ça ne fait pas avancer les choses, ça n'aide absolument pas, ça va braquer des gens, ça va... Et après les gens vont pas vouloir écrire. Colleen Hoover elle a voulu plus écrire pour ça. Après, pendant longtemps. Je suis quand même assez... Bah, il y a eu plein d'histoires, mais genre, par exemple, il y avait tout un truc où elle disait que elle avait caché le fait que son fils, il avait agressé quelqu'un. En fait, tout ça, c'était pas une vraie histoire. Tu vois, c'est pas ça l'histoire complète, tu vois. Donc,
Il y a ça. Et après, il y a aussi ce truc où une femme qui réussit dans n'importe quel sujet ou qui va faire un truc tout bête, hein, mais tu te rappelles du procès avec Johnny Depp et Amber Heard? Oui. Je sais pas si tu te souviens à quel point elle avait été, mais même si lui, il avait fait des trucs hard, Ouais, elle mais avait elle été a été, dénoncée. mais parce qu'en fait, les gens, ils ont ce truc de se dire, je sais pas ce qu'on a avec les femmes, et c'est même des femmes contre des femmes, hein. Si tu regardes, tu regardes, et c'est ça que je trouve dommage, et c'est souvent des vieilles dames, parce que moi, j'adore regarder des commentaires, et mon mari, ça le rend fou, il me dit tout le temps, mais arrête, tu vas sur Facebook, il y a une femme qui va mettre une photo, et ils vont dire, ah, elle est moche, hein. Et la vieille, elle a une tête de fiac, tu vois. Ouais. Et ce truc d'aller tout le temps rabaisser une femme, rabaisser. Mais par contre, on va pas voir ça sous un poste d'un homme qui vont dire ah il est moche, tu vois. Ah c'est plutôt ah non c'est comme du bon vin, il s'améliore et ta. Une femme qui va avoir des rides, on va lui dire putain elle est vieille et moche. Et en fait c'est la même chose pour une femme qui va réussir. Et je trouve que c'est souvent ça. Il y a souvent un boycott parce qu'elle va leur dire un petit truc ou après c'est pas ma pote, hein, je m'en fous, mais la fille qui a fait le livre de Colin Hoover là, Blake Lively. Oui. Mon Dieu, elle s'est fait traîner dans la boue, mais comme jamais. On sait même pas qui a raison et qui a tort, mais c'est elle qui est vachement plus touchée que lui. C'est souvent le cas, généralement dans les histoires comme ça, médiatiques, c'est souvent, surtout quand ça oppose une Un femme homme et et une femme. Et c'est Ah, toujours la femme, la sorcière, machin, elle a fait ci, elle a fait ça. Ils vont analyser comment elle rigole. Enfin, et il y avait 6 mois de ça avant, c'était la hit girl. Après, C'était elle était vraiment le déjà truc. vachement, je pense que ça l'a pas aidé, c'est qu'elle était déjà vachement critiquée. Il y a beaucoup de ses anciens collègues qui l'apprécient pas, donc forcément, Ah, mais complètement. ça Mais revient. en fait, c'est tous ces trucs-là qu'il y a une sorte de, tu sais, de mouvement où on va tous détester quelqu'un d'un coup. Et pour Amber Heard, et j'étais la première à avoir rigolé avec son abeille et tout. Et après, avec le recul, je me suis dit, mais attends, pourquoi tout le monde s'est déchaîné sur elle à ce point-là? Ah, bah, parce qu'il y a eu derrière une manipulation médiatique assez poussée de Enfin, la la part meuf, elle est partie vivre en Espagne, s'il te plaît. C'est de que... et Johnny Depp, en plus de ça, il a une communauté, une fanbase Mais ouf, et le mec, c'est un hard. alcoolo. Enfin, il y avait quand même plein de trucs qu'il a fait qui n'étaient pas non plus clean. Mais en fait, on s'en fout. Et donc tout ça, ça marchait avec le boycott, ça marchait avec tout ça, ce côté-là de vouloir vraiment enfoncer quelqu'un plus bas que terre. J'ai du mal à le comprendre. Mm. Après, il y a plein de gens que je boycotte, mais je les suis plus en fait. Je les suis plus. Ils sont pas dans mon alignement de pensée. Il y a plein de gens que je vais pas parler ou que je vais pas, mais je vais pas aller commenter. Je vais pas aller dire t'as vu lui, il faut pas machin et tout. Non, tu te désabonnes, tu achètes plus son livre ou tu te désabonnes et tu regardes plus de vidéos avec cette personne-là et basta. T'es pas obligé de partir dans la haine. Mm. Que j'ai des autrices qui prennent vraiment enfin, En des fait, sacrées claques. Hein. bah, c'est ça. Après, il y a la haine et il y a le côté aussi. C'est pas du tout pour justifier et on n'est pas là pour justifier. De toute façon, qu'importe la forme d'harcèlement et la raison derrière un harcèlement, je le justifierai jamais. Parce que ça revient à ce qu'on disait, tu peux pas défendre, enfin défendre un viol. Mais tu peux pas dénoncer plutôt le viol, plus derrière utiliser une insulte qui utilise le viol pour insulter la personne. Ce qu'on disait tout à l'heure, bah, là, c'est la même chose. Tu peux pas être contre un harcèlement et derrière participer à une forme d'harcèlement. Pour moi, c'est complètement contradictoire. Après, il y a aussi tout l'aspect, enfin les réseaux sociaux, on a une possibilité de s'exprimer et sur certains sujets où on se dit mais en fait ça fait 5 ans, 3 ans, 1 an, qu'importe, 3 mois qu'on vous dénonce un certain comportement et il y a certaines personnes qui font un peu les aveugles et qui sont là en mode oui mais moi en fait je m'en fous de ce comportement là, moi dans tous les cas je consommerais. Et t'es en mode bah ouais mais en fait tu participes potentiellement directement Oui, à mais c'est pas toi. En fait, tu peux éduquer quelqu'un, mais en fait, tu peux pas lui prendre plus la main que ce que tu as déjà dit. Bah ouais, mais quand il y a. Généralement, c'est eux-mêmes qui s'expriment sur une place publique. Et du coup, t'as souvent cet affrontement de. Publiquement, tu vas t'exprimer sur un truc et tu vas défendre quelque chose qui, aux yeux de d'autres personnes, ne sont pas défendables. Donc, du coup, ces personnes-là vont rentrer dans le truc en mode, bah en fait, non, on n'arrête pas de vous dire, c'est problématique. Pourquoi vous continuez à donner de la lumière à certaines personnes qui sont jugées problématiques ou qui ont eu des actions problématiques?
Et que du coup, ça continue en fait. Enfin, moi, par exemple, je vois Johnny Depp qui revient dans la pub là, Dior sur la télé. Ça me fout, mais tu vois, ça m'énerve. Harry Abidjan, là, je sais pas comment. M'en parle pas, ne m'en parle pas. Mais voilà, où on dit Oui. non, mais de toute façon, il a été jugé, il a été innocenté, alors qu'il a pas Non, du il tout n'est pas été été innocenté. innocenté. C'est pas du Voilà. tout. C'est Et pourtant, tu un vois, non-lieu, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. et pourtant, tu as quand même des gens qui vont dire bah oui, mais en fait, tu peux pas l'appel à boycotter. Si les gens ils ont envie d'aller le voir, ils vont le voir. Je dis mais non, en fait, non, ils devraient même pas avoir la possibilité Mais, mais, d'avoir mais, cette lumière qui est posée sur mais en lui. fait, c'est J'en exactement reviens un peu ça. à ça. Tu peux t'exprimer. Tu peux le dire. Mais là, pour moi, ce mec a quand même sodomisé une femme et il lui a fait des points de suture. Mm. Et ça, pour moi, c'est pas pardonnable. Il devrait aller en prison. Ça, on est complètement d'accord sur ça. Moi, je te parle de l'harcèlement qui est beaucoup plus bas que ça. Oui, C'est on n'est pas. pas sur le même layer C'est là, je te parle pas, oui, ou comme l'autre, là, celle d'Harry Potter, je suis désolée, genre, c'est pas possible, les mots qu'elle a, ils sont extrêmement durs. Mais non, là, je te parle plutôt à notre niveau, de petites auteurs de romances. Je crois qu'il y avait Shipuki qui avait écrit le mot Dieu, et c'était. Je m'appelle même plus ce que c'était, ça a pris une proportion qui était énorme. Mais je trouve ça horrible. Enfin, c'est vraiment ce Il y a truc plus de sur. dosage. Il y a plus de dosage dans Il n'y a le. plus de dosage, c'est ça. Moi, il n'y a pas de souci. Il y a un mec qui a fait un truc. Ou comme Norman, là. Mm. Je sais On bien. le sait, il y a eu plein de preuves. Bah, moi, jamais de la vie, je vais aller le revoir, ce type, tu vois. Il y avait un auteur dans une maison d'édition, bref, que j'ai été en dédicace avec lui. Mais j'ai pas voulu bouffer avec lui parce que c'était. Il avait des propos, mais qui étaient tellement horribles. Tu sais, la phrase de c'était mieux avant. Parce qu'avant, tu pouvais mettre une petite claque au cul à une gonzesse et elle disait rien. Ouais. Et bah ça, c'est un auteur, mais moi je mange pas avec lui. Mais c'est pas pour autant que je vais prendre un livre et je lui balance à la gueule. Ah oui, après, faut pas. Oui, oui, évidemment. Voilà. Il y a Et quand je suis même. pas allée sur les réseaux à dire ah, c'est un FDP, c'est un FDP. Non, j'ai rien dit, tu vois. Donc c'est des trucs. Mais là, pour Harry, habitant ou Abidjan ou je sais pas quoi là, lui, il est chaud bouillax. Et là, je comprends. Même moi, s'il va dans ma ville, je peux te garantir que je vais avec les meufs manifester. Parce que ce mec a fait quelque chose qui était pas normal. Enfin, c'est même pas qu'il l'a pas fait et qu'il est innocenté et qu'en fait, c'était pas vrai. Elle a menti. Il y a des preuves, il y a du sang qui a été retrouvé chez. Et il n'y a aucune femme au monde qui a envie de subir ça. Donc, bref. Et en plus, quand les gens ils font, ouais, ils font ça pour l'argent. Non, on n'est pas au state, ça lui coûte plus d'argent à cette. Non, ça te coûte 10 en 000 perds. balles. Voilà, donc il n'y a personne qui fait ça. Pourquoi? Est-ce qu'on connaît son nom à cette femme? Est-ce qu'elle est devenue influenceuse? Non, on la connaît pas. Tout ça pour dire que, effectivement, enfin, je sais même pas comment rebondir en plus sur ce sujet. Non, mais en fait, c'est pour montrer que toute forme de romance, toutes les formes que ça a évolué avec le temps et que quand il y a des gens qui sont plus éduqués qu'une autrice sur un sujet, on peut partir avec de la bienveillance et aller la voir en disant ah, tu sais, il y a ça et ça et il y a aucune autrice qui dira je m'en bats les couilles. La plupart, bien sûr, il y a des exceptions, mais la plupart vont dire merci de m'avoir ouvert sur ce sujet-là. Je n'étais pas au courant. Je ferai attention pour le reste et ça passe crème pour tout le monde. Mais t'es sûr que si tu fais un post en disant ouais, boycotter là, il y avait un mec qui a fait ça, une de mes autrices, il a fait ça en disant de boycotter son livre, et quand lui on critiquait son livre, il pleurait sa grand-mère. Donc au bout d'un moment, c'est des trucs comme ça, c'est. Ouais. Je critique, voilà. Mais ça marche pas comme ça la vie, et ça marche pas dans tous les sujets, que ce soit de l'écriture surtout, ça fonctionne pas comme ça. Je trouve qu'on est parti sur un sujet qui est hyper intéressant. Je pense qu'on pourra en parler pendant tellement d'heures. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet, parce que malgré tout, même si on dit parfois, il y a certaines personnes qui disent que l'écriture, c'est pas forcément politique, dans tous les sens du terme, c'est vrai que indirectement, ça l'est, parce qu'on arrive à faire passer des messages quand même via l'écriture. Même pour moi, c'est politique. C'est à 100% politique. Il y a encore des gens qui pensent que non. Alors que bon, il y a des livres comme Hunger Games qui existent et tu dis, bah, je crois que t'as pas capté l'ADN, mon gars. Mais c'est ça, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Et après, chacun prend le message qu'il veut dans le livre qu'il va lire. Oui, il y a aussi un truc d'interprétation. Mais après, tu vois, par exemple, si on en revient sur la même longueur d'onde, je pense que le message, il est clair. Et qu'à la fin du livre, t'as refermé, tu sais à quoi t'en tenir, quoi. Tu vas pas dire, ouh, être macho et
et trouver que la femme, elle vaut potentiellement moins qu'un homme, c'est chouette, tu vois. Tu vas dire, bah non, en fait, Ouais, c'est aujourd'hui, ça. tu as été éduquée d'une certaine façon, parce qu'on vit dans un monde patriarcal et la société, elle est ce qu'elle est, et du coup, ça a créé ce produit-là. Mais en plus, regarde, si tu tombes sur les bonnes personnes et qu'il y a cette conversation où on se pose et potentiellement, tu arrives à te mettre avec un peu d'empathie à la place de l'autre personne et tu te rends compte que, bah, en fait, non, ce qu'on t'a un peu inculqué, même inconsciemment, c'est pas forcément vrai. Ah, Bah, mais t'arrives à faire de complètement. belles choses dans la vie, t'arrives à évoluer, c'est Et chouette. tout le monde peut évoluer. Il n'est jamais trop tard pour évoluer. On Tout a le monde tous. évolue, c'est même pas tout le monde peut, c'est que tout le monde évolue Voilà. Et dans la la vie. lecture, je trouve qu'on peut vachement évoluer. Genre, en reparlant de Colleen Hoover, son livre qui s'appelait Plus jamais, je me rappelle qu'avant de le lire, quand une femme, elle, tu sais, elle allait se faire maltraiter, je dis, ah bah, t'as qu'à partir. Mm. Ou elle avait qu'à partir. Ou tu vois, c'était Et puis après, quand tu lis ce livre, à la première claque, tu te dis, oh, j'espère qu'elle va le pardonner. J'ai eu la même. J'avais 15 ans après, mais j'ai eu la même. Et j'avais vu tout un reportage. On ne doit pas demander pourquoi la femme, elle est restée. On doit se poser la question, c'est pourquoi elle est restée, comment il a fait, comment il a mis les choses en place pour qu'elle reste. Mm, mm. Et en fait, c'est exactement ce truc avec ce livre-là. Et donc, c'est un livre qui m'a fait changer ma perception sur... tu vois, plus jamais je juge... Après, je jugeais pas, mais jamais je pourrais juger une femme. Je dis, mais en fait, je suis pas à sa place, je pourrais jamais savoir. Moi, j'étais pas dans le jugement. Après, j'étais beaucoup plus jeune. Enfin, Oui. j'avais 15 ans à l'époque, donc j'avais pas T'es aussi de le quelle même année, toi? 97. Oui, on a 9 ans d'écart. Donc, j'en avais 24. Ouais. Donc, tu vois, Mais j'étais encore dans l'âge de la débilité, quoi. non, non, non. Alors, le lobe frontal finit de se développer à 25 ans. J'ai appris ça il y a pas J'en longtemps. avais 24. Ouais. Voilà. Mais moi, j'avais ce truc où, enfin, je pense que n'importe qui, enfin, j'ose espérer qu'il y a aucune femme dans le monde, même jeune femme, qui se dit, ah non, moi, je pourrais complètement pardonner si vous me foutez une claque. J'ose espérer qu'on n'en est plus là aujourd'hui. Mais moi, j'avais cette idée, je me souviens très clairement je me souviens même où je l'ai lu, alors que j'ai une mémoire de merde, mais je me souviens très bien de ce moment où j'ai lu ce livre, j'avais 15 ans, j'étais en vacances, et moi, j'avais cette mentalité parce que c'est comme ça que j'ai été élevée, on m'avait dit, mais t'as quelqu'un qui te manque de respect et qui lève la main sur toi, tu t'en vas, c'est même pas une question Oui, de, c'est oui, claque un jour, claque toujours. c'est Voilà. ça. Trompe Et un donc, dans jour, ma trompe tête, c'est toujours. vraiment, mais jamais de ma vie, je me Bien laisse sûr. faire. Et je jugeais pas les personnes, parce que même j'avais 15 ans, qu'est-ce que je devais juger une femme qui se faisait frapper, tu vois. Mais j'étais dans ma tête persuadée que je partirais. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai eu la même sensation que toi, de me dire, oh putain, je l'aime bien, hein, j'espère qu'il va lui pardonner, j'espère qu'elle va lui pardonner. Et après, j'ai eu ce recul et je remercie la Emeline de 15 ans d'avoir eu cette maturité nécessaire pour prendre le recul et de se dire, mais en fait, c'est quoi ce que tu es en train de dire? Enfin, là, c'est ok, c'est une fiction, donc on est toujours dans le truc de Mais c'est dans pas. le livre, on l'a. Dans le livre, on l'a. C'est grâce au livre que tu te dis, mais en fait, non, elle n'avait pas accepté ça. Bah ouais, mais je sais pour avoir vu certaines personnes en parler ou des personnes qui sont en mode, oh, book boyfriend et ils mettent le nom du mec, quoi. Je suis en mode, je crois que t'as pas compris le livre. Et, euh, et de se dire qu'en fait, si tu arrives à pardonner des personnages qui sont issus d'une fiction ou à d'avoir envie de pardonner à des personnages de fiction qui n'existent pas dans la vraie vie, à quel moment tu crois que quand tu es dans une relation et que tu es amoureuse de quelqu'un et que tu as de l'attachement à cette personne, tu serais en capacité de partir? Ah, mais Outre le complètement. fait que potentiellement il y a Mais oui, des aspects physiques, économiques, géographiques, oui, parce qu'importe. que la plupart du temps, ils arrivent à te mettre dans... à te dire, ah, tu sais, ta copine, elle m'avait regardé, donc tu as perdu ta copine. Souvent, il va dire, bah non, on va déménager loin de ta famille, tu vois, ta mère, elle m'aime pas, tu vois, elle veut pas qu'on soit ensemble, donc tu parles moins à tes parents. Et après, tu es mis tellement dans une bulle, en fait, que tu te retrouves à te dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans la merde, quoi. Mm. Et souvent, c'est une claque, après, je te jure, plus jamais et tout, et ça dure 6 mois. Après, t'en as une autre. Enfin, c'est vraiment un sale cercle vicieux. Et c'est une escalade qui est vraiment. Mais clairement, oui. Moi, je peux être dans. Après, c'est vrai que j'ai eu plusieurs retours. Une fille que j'adore, qui est une blogueuse, qui m'a dit, ah, mais moi, je trouvais qu'elle avait romantisé ça. Et pour moi, c'était nécessaire de romantiser sa relation pour qu'on puisse comprendre ce que c'est d'être dans une relation toxique. Mm. Parce que sinon, si ah il m'a mis une claque, c'est un connard, tu comprendrais pas pourquoi il reste. Mais imagine, il met une claque, mais c'est le mec trop gentil, te respecte trop avant, après, mais pas pendant le petit moment. Tu vois, c'est comme ça que tu te dis. Mm. Bah, autant sur certains de ces romans, il y a des trucs où je suis un peu en mode, oh, c'est pas. Il n'y a Ouais, pas de ouais, bien contexte sûr. derrière. Autant pour celui-ci,
Je suis d'accord avec toi, c'est que le but, et en plus elle l'explique à la fin, hein, Que c'est sa dans mère qui Twitter, était... voilà, que c'est vraiment un truc et que c'était l'intention derrière, c'était de montrer que, en fait, c'est pas que des hommes hyper violents. Et j'avais lu quelqu'un, enfin, je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, mais c'est une personne qui expliquait, je crois que c'était une psy d'ailleurs, c'était probablement dans Ça commence aujourd'hui, tiens, parce qu'ils en parlent beaucoup là dans cette émission, qui expliquait, mais en fait, si t'es dans une relation assez récente et que le mec te tabasse, mais directement, il te tabasse avec Mais des tu gros, t'en vas. tu t'en vas. Oui. Par contre, si t'as une relation qui se fait sur le long terme, l'attachement émotionnel, potentiellement, il t'arrive à te couper de ton entourage, il te met une petite claque, comme tu dis, Et après, tu dis, souvent, la petite claque, elle arrive au premier enfant ou au mariage. Hein. en plus, ou alors tu vois, même c'est juste une petite dispute et tu fais ouais, en fait c'était sous le coup, tu vois, il voulait pas me Oui. faire mal. Tu trouves des excuses et c'est beaucoup plus complexe. Et là, pour le coup, je trouve qu'elle avait bien réussi avec ce livre-là. C'est que c'est pas romantisé. Et si tu romantises, pour moi, c'est que t'as pas compris l'histoire, ou en tout cas L'histoire, pas oui, comme oui. ça a été présenté. En tout cas, t'as pas eu la bonne interprétation. Enfin, après, chacun a son interprétation, bien évidemment. Mais enfin, à la fin, elle s'en va. C'est peut-être que pour certaines personnes, c'est trop tard, mais en même temps, c'est aussi la réalité de La beaucoup. réalité de beaucoup de femmes. Mais Et, c'est ça qui est cool avec la romance. C'est qu'on a plein de sujets, il y a plein de livres où un livre, il va te faire vibrer d'une manière et que d'autres livres vont pas te faire vibrer et qu'on a tous des goûts complètement différents et je trouve ça génial. mm, C'est ça la beauté de la romance, c'est on peut ne pas avoir le même avis, on peut ne pas avoir le même ressenti et d'apprécier un livre et d'autres qui vont pas du tout l'apprécier parce qu'ils sont... Je pense aussi c'est un peu comme les éditrices. Tu l'as pas lu au bon moment, tu c'est l'as ça. pas lu au bon mood, tu l'as pas lu à la bonne période de ta vie. Je suis sûre qu'il y a des livres que j'ai adorés avant, que je relirais maintenant, que je détesterais. Et d'autres que je lirais maintenant, et si je l'avais lu il y a 15 ans, j'aurais détesté. Mais c'est sûr. Mais en fait, il y a tellement de facteurs. Et en plus, moi, c'est ce que j'aime avec la romance, c'est que la romance est quand même basée sur les émotions. C'est tout. La romance, c'est basé sur l'être humain, c'est basé sur les émotions qu'on ressent, comment est-ce qu'on les exploite, etc. Et du coup, ça ouvre la porte à tellement de façons de traiter les sujets. Et comme ça joue un peu sur ton empathie, bah, tu te mets, enfin, t'es souvent à la première personne en plus ça, donc t'es littéralement projeté dans la vie de la personne. Donc t'es projeté dans des situations que soit tu vas te reconnaître dedans, soit tu les as jamais connues, mais tu vas les vivre comme si c'était la tienne, et ça te permet de voir aussi les choses différemment. Enfin, c'est à la fois incroyable et à la fois ça peut être assez horrible selon le côté dramatique du livre. Mais c'est trop, enfin, c'est trop bien. C'est trop bien dans le sens où pour moi, ça met l'humain au centre et ça permet d'aborder plein de sujets, des sujets très cool, très joyeux, très chouettes, comme des sujets beaucoup plus profonds, beaucoup plus compliqués, de faire passer des messages. On en revient toujours à ça. Et, euh, et c'est pour ça que pour moi, c'est clairement des meilleurs genres de la littérature. Ouais, ça c'est sûr. Mais, Tu prêches une convaincue. mais ouais. D'ailleurs, tu as un sujet comme ça où t'as pas encore abordé, tu aimerais l'aborder dans le futur ou pas forcément. C'est peut-être plus aussi, comme tu dis, tu as un événement qui arrive et tu dis, punaise, en fait, j'aimerais trop l'aborder. Ou est-ce qu'au fond de toi, tu as peut-être un sujet où tu dis, peut-être un jour, Bah là, par j'irai exemple, m'y parfois j'ai mettre. des sujets que genre, j'ai trop envie et Mm. que c'est souvent, je dis à Émilie, vas-y, tu peux pas écrire ça, s'il te plaît. Enfin, je dis, genre, Envie de le dire, j'ai j'ai- pas envie d'écrire. voilà, parfois il y a des trucs que j'ai trop envie de lire et que Ouais. là, en ce moment, j'avais trop envie de lire une histoire sur juste un couple, genre juste la construction d'un couple toxique, tu vois. Et j'avais trop envie je suis pas sûre que j'aurais envie de l'écrire, mais Mais j'avais attends, envie de donner une idée, mais vraiment, tu sais, genre, mais qu'après elle parte la personne, tu vois, ah, mais vraiment qu'ils se séparent. Mais que j'avais lu un livre il y a super longtemps, ça doit dater d'au moins 15 ans de ça. Elle m'a traumatisée, ce roman m'avait traumatisée. Et, je me rappelle sur Goodreads, j'avais mis 1/5. Et 7 ans plus tard, j'y suis retournée et je lui ai mis 4/5 parce que je me suis dit, je m'en souviens en faire encore ton histoire, tellement elle m'a traumatisée, tellement elle m'a fait ressentir des choses affreuses et hyper négatives. Et je me suis dit, mais même encore maintenant, je m'en souviens. C'était donc une nénette, elle avait couple parfait, mariage parfait, tout se passe bien. D'accord. Et elle tombe amoureuse d'un mec. Elle trompe son mari avec lui. Son mari la pardonne, mais elle continue à coucher avec. Elle tombe enceinte. D'accord. Là, le mec trouve que ça va trop loin, mais il la pardonne en disant peut-être que je peux prendre l'enfant comme le mien et tout. Elle décide de quitter son mari, d'aller avec lui, le mec la quitte. D'accord. Elle se retrouve toute seule. Et donc, elle a tout perdu. D'accord.
Et genre 5 ans plus tard, elle croise son amant dans un café ou dans un truc comme ça, et elle a son fils dans la main. Le mec la regarde l'enfant et s'en va. Je m'appelle Melty. Et c'est le pire livre du monde. Sauf que maintenant, avec le recul et l'âge que j'ai, je me dis, mais c'est tellement malin parce que c'est une histoire d'une femme qui perd tout. Et je suis sûre qu'on peut ça. Il y a plein de gens qui ont voulu voir si l'herbe était verte ailleurs et se dire, ah ben en fait, non, l'herbe, elle n'est pas si verte et elle revient. Et après, ils se retrouvent en galère. Il y a beaucoup d'hommes où ça leur arrive. Mais j'avais trouvé ça génial que c'était écrit d'une manière où pendant tout le truc, on lui dit, mais non, fais pas ça, t'es trop conne, tu vois. Mais tu comprenais pourquoi. Parce que le mec, il avait ce truc un peu différent de son mari, tu vois. Son mari était hyper green flag et le mec, il avait un peu l'excitation de que son mari, il l'avait pas. Enfin bref, et c'était tellement bien construit et je me dis, j'aimerais bien un jour écrire une histoire un peu hardcore comme ça. Tu vois, c'est vraiment un sujet peut-être, pas ce sujet-là, mais vraiment ce truc complexe de l'humain et des relations parfois qu'on peut pas expliquer. Tu vois. Mais d'un côté, est-ce que j'aurais envie de lire un livre comme ça? Je suis pas sûre non plus. Donc tu vois, c'est un peu, j'ai un peu le cul entre deux chaises. C'est vraiment. Après, peut-être que tu le ferais plus modéré. C'est que tu irais dans la complexité de la relation, mais tu arriverais à le tourner d'une façon où derrière tu trouverais la beauté dans cette relation et Non, soit non, tu non. voudrais vraiment aller dans le truc Ouais, dans le truc que genre, parce que je pense qu'il y a plein de relations et ça se finit pas bien en fait. du coup, c'est pas une romance si ça se finit pas bien à la fin. Ouais, c'est pour ça que je te dis, je sais Un pas. drame romantique ou un Ouais, drame je sais pas, je sais pas encore ce que j'ai envie de. Tu vois, là, je suis encore dans mon tome 3 là, qu'il faut que j'attaque. J'ai pas du tout. Mais plutôt plus tard, tu vois, j'ai vraiment. Et plus tard, j'ai vraiment envie d'écrire du thriller. C'est Mais c'est ce vraiment que j'allais dire, un. ça serait trop bien pour un thriller, par contre, cette conception. Ouais, non, parce que le thriller, tu vois, il faut. J'aime bien les codes hyper classiques du thriller avec Ok. le flic, la recherche, machin, ça j'adore. Mais non, voilà, peut-être un plus de drame psychologique, j'aimerais bien, mais je pense qu'il me faut un peu plus de bouteilles pour le faire. C'est vrai que d'avoir lu aussi le livre de Camille, j'ai adoré ce truc d'aventure, j'ai trouvé ça génial. Je suis pas sûre que j'ai encore les épaules aussi de le faire. Donc, c'était Sinon, non, Abyss. j'ai pas de. Hmm. C'était par rapport à Abyss. Ah ouais, j'ai trouvé. Tu sais que moi, Enfin, j'étais persuadée que ça allait partir sur du fantastique. Hein. bah ouais, tout Jusqu'au le moment où monde j'étais en croyait. mode. Et en fait, non, je trouve que c'est un des livres les plus malins et les plus mieux construits que j'ai vu dans ma vie, quoi. Enfin, franchement, c'est une des bêtas où je suis le plus fière. Elle a un talent monstre, Camille, qui est fou, qui est fou. Et toi, du coup, parmi tes histoires, t'en as une où tu dis, punaise, celle-là. Soit que t'es la plus fière, ou soit t'es en mode vraiment, j'ai donné toute mon âme, tout ce que je pouvais donner et je pouvais pas faire mieux. C'est vraiment le livre que tu dis, mais. Que J'aurais j'ai dit, écrit? ouais, que toi, tu as écrit, où tu dis vraiment, celui-ci, pour moi, pour toi, personnellement, il est au-dessus pour X raisons. Ou est-ce qu'ils sont tous, t'en es tous fiers? Tu as le droit de dire que Mais en t'es fait, ils extrêmement sont libre. tellement différents que je vais pas être. Tu vois, genre, je vais être super fière de Love at First Light parce que j'ai trouvé super drôle quand je l'ai écrit. Respire, c'est celui que j'ai le premier livre que j'ai sorti et il parle de sujets. Ça parle de racisme ou alors j'ai pas connu le racisme, mais c'est mon papa. Enfin bref, et les gens qui sont autour de moi où c'est vraiment un sujet qui me touche vraiment 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 beaucoup. Donc c'est celui, si tu veux, où je vais être le plus fière. Mais celui où j'ai vraiment l'impression d'avoir donné mon âme, je trouve que c'est sur la même longueur d'onde là qui est sorti quoi. Après, t'as bossé pendant plusieurs années en plus sur celui-ci, c'est Bah, aussi c'est un ça, il a eu plusieurs vies, j'ai été déçue, j'y ai cru, après j'y ai pas cru. Et là, en fait, j'ai trop peur de son. Alors, je sais que les gens qui vont le lire, je pense pas qu'on puisse le détester. Je, c'est vraiment, je pense pas. Enfin, j'espère pas. Et, mais j'espère que les gens vont donner la chance à ce texte. C'est plutôt ça. Je pense que j'aimerais bien, j'espère juste que les gens vont pas se dire ah là là, c'est un livre féministe qui va me faire la morale. C'est vraiment le truc que j'espère et que les gens vont lire et ils vont être agréablement surpris. Parce que parce que je l'ai fait lire à 2 personnes dans mon book club dans le Var. Et mon Dieu, j'avais tellement peur parce que c'était les seuls qui ont lu la version finale. Et c'est les plus critiques dans notre book club. Elles sont désagréables même tellement elles sont critiques, tu vois. Et souvent, il y a des livres que j'adore, elles font c'était de la merde. Et là, je me suis dit, tu sais quoi?
J'ai qu'à leur montrer, comme ça, au pire, je me fais défoncer. Et une des deux, enfin les deux ont adoré, mais une des deux, elle m'a dit que c'était un livre qu'elle voulait impérativement que ses ados le lisent, que... Et c'est trucs comme ça, je me dis, mais c'est le meilleur des compliments qu'on puisse me dire, quoi. Elle dit qu'elle y pense plusieurs mois plus tard, enfin, c'est les meilleurs compliments. Et donc ça m'a un peu détendue, je me suis dit, ok. En plus, j'ai eu l'audio, donc ça aussi, je me suis dit, bon, c'est qu'ils y croient. Et toute l'équipe a l'air à fond pour un poche. Tu vois, c'est bête, mais pour un poche, souvent, dans les maisons d'édition, ils font moins faire. Là, j'ai vraiment l'impression que tout le monde est emballé. Mm. Donc, ça me fait peur autant que ça me rassure. Après, je pense que t'as toujours peur avant une sortie, forcément. En plus, pour quelque chose Père aussi. Noël, j'ai pas eu peur du tout. Mais pas du tout. Il est sorti en auto-édition d'abord avant d'être adapté en poche chez Hugo. Même la toute première fois, tu te demandes, vas-y, je le mets. Comme appartement à louer. Et pour moi, je me suis dit, il est génial, il est drôle. Et lui, Ouais. je sais que sur la même longueur d'onde, il est génial. Vraiment, j'y crois à 100%. C'est plus, j'ai peur qu'en fait les gens commencent pas à le lire. Enfin, tu vois, c'est pas. Et Père Noël en slip, j'avais pas ce truc parce que je savais très bien que le titre, la couverture, ça parlait à tout le monde, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui est peut-être un peu plus en dehors de ce qui se lit d'habitude. Oui, bah Mais c'est en ce même temps, que. En plus, moi, ce que je trouve ça dingue avec ce livre-là, c'est que tu l'as écrit du coup il y a 4 ans, tu m'as dit 4-5 ans 4 ans 4 ans, ouais. 4 ans. Il est toujours d'actualité aujourd'hui. Alors que. C'est une bonne petite phrase que tu viens de dire parce qu'il y a plein de choses qu'en fait qui ne sont pas du tout, du tout, du tout qu'on a dû changer. Ah ouais. J'utilisais tout bête, j'utilisais le mot blog. Ça n'existe plus les blogs. Les gens ne vont plus regarder de blogs. Donc j'ai fait des podcasts. Oui. Voilà. Il y avait des petites phrases que je disais que moi-même maintenant en 4 ans, jamais de la vie je les écrirais. Mais c'était des petites pensées et comme mon éditrice elle me disait mais Flora, et là je me disais mais t'as raison, comment j'ai pu écrire ça? Mais c'était une petite phrase toute bête, hein. C'était en clair, elle a pas menti sur sa photo et que c'est pas une meuf de 60 ans avec des enfants. Et elle me dit comment ça avoir des enfants, c'est quelque chose de négatif. Et je me suis dit mais moi-même je suis une femme divorcée avec des enfants et j'ai pu trouver l'amour à côté, tu vois. Donc c'était des petites phrases mais qu'on s'en rend pas compte que j'ai dit et que il y a 4 ans ça m'aurait pas choqué en fait. Je l'ai même écrit. Il y a trop de sujets dans ce que tu me dis. Parce que, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que le plot, on va dire le plot général de ton livre est toujours d'actualité. Le féminisme, on a encore besoin de femmes. Et même, je trouve encore plus maintenant, avec la montée des machos, je trouve que c'est même encore. Je tombe pile poil dans le bon moment. Ah oui, avec l'autre connasse qui avait dit que les féministes étaient des pauvres connes. On est pile dedans. Ça, clairement, c'est clair et net. T'as vraiment le côté, on va dire, actuel, dans le sens où même encore aujourd'hui, en 2026, le côté macho versus féminisme. Oui. Mais en fait, c'est tellement bateau. Comment ça, en 2026, on est encore obligé d'expliquer les choses aussi simplement. Mais aussi, ce qui est hyper intéressant du coup, c'est que même toi qui as écrit ce roman, donc t'es quand même investi dedans, t'as quand même des valeurs assez fortes par rapport à ça, tu te rends compte qu'en 4 ans de temps, même toi, avec déjà cette mentalité je veux dire, ouverte et évoluée autour du féminisme, en 4 ans d'existence, t'as réussi à encore évoluer. Enfin, c'est ça qui est complètement dingue avec ce projet au final. Et je suis sûre que peut-être dans 4 ans, il y aura des choses que je dirai encore autrement. Et que je suis sûre que je vais me dire, ah, j'aurais dû utiliser ce sujet-là. Ah, c'est trop dommage que j'ai pas fait ça. Mais en fait, je savais très bien que je pouvais pas tout dire dans ce livre-là. Et qu'après, c'était pas une ode aux féministes non plus. Mais c'était hyper intéressant et c'était des choses où, avec mon éditrice, de toute façon, on faisait des visios. Ça restait 2 heures, mais on parlait de ça, de ci, de ça, de ça. Et c'était parce qu'elle est hyper intéressante, enfin, elle est hyper investie, enfin, elle est dans tout ce qui est ce sujet-là. Donc, c'était facile à parler parce qu'elle, elle aime beaucoup tout ce qui touche à la femme, parler de la femme, bah, la romance, tout ça, en fait. C'est ça qui était génial. Maintenant, j'ai envie de faire un épisode de podcast avec ton éditrice pour Ah, parler mais laisse tomber, c'est vraiment, tu vas kiffer. Elle est merveilleuse dans sa façon de penser et par rapport à tout ce truc décomplexé. Enfin, je pouvais pas tomber mieux je pouvais pas tomber mieux. Et une autre éditrice que j'adore, qui est chez Hugo, qui est mon amie, et elle me disait la même chose. Elle me disait, enfin, tu pouvais pas mieux tomber que sur elle. Parce qu'à un moment, elle était en congé maternité, mon éditrice.
Et donc, mon amie éditrice, elle dit, bon, on va peut-être devoir trouver quelqu'un d'autre pour la remplacer. Elle était en mode, mais je ne sais pas qui sera À la hauteur. aussi dans le féministe, tu vois, parce que... Et j'ai dit, oh, putain, j'espère non. Et en fait, mon éditrice, elle m'a pris quand même pendant son congé mat. Donc, tu vois, c'est vraiment... Et elle on en croyait revient à au fond. truc de il faut la bonne personne pour le bon projet. C'est ça. Et des femmes qui aident les femmes, la sororité, tout ça, voilà. Et tu vois, ça, c'est plus tu vieillis, plus je vois à quel point, genre, c'est hyper important. Et dans la romance, t'as vu dans la romance comment, au FNR, tu vois, toutes les femmes, elles se parlent entre elles, elles discutent, elles se font des amis. Enfin, moi, mes meilleures amies que je me suis fait, c'est grâce à l'écriture. Mm. Donc, tu vois, quand t'es assis à faire la queue, tu discutes, ah, t'as aimé ce livre et tout. Enfin, c'est hyper fédérateur. Enfin, c'est la romance, ça fait que... Et la romance, la lecture, les événements, tu vois, quand tu reconnais toujours les mêmes gens. Moi, les gens qui viennent dédicacer, c'est souvent je reconnais souvent les têtes. Et de voir qu'en fait, ils m'ont lu sur tous les livres, je me dis, mais c'est le meilleur des cadeaux. Donc voilà, donc la romance, je trouve c'est génial pour... fédérer une communauté. On est une communauté, complètement. on est là, on est actifs. C'est ça. Franchement, parce que je pense il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder et tout, mais bon, ça fait déjà 1h30 que je te retiens, donc je vais pas te garder, mais il y a tellement de choses qui pourraient dire, mais j'adore qu'on finisse sur ça, sur en fait la romance, au-delà même des histoires d'amour, c'est la sororité, et en plus c'est vrai, on le voit de plus en plus. On voit de plus en plus d'héroïnes badass, hyper chouettes, de copines. Parce qu'on est badass, les femmes, c'est méga oui. badass. Donc voilà. Bah écoute, c'est très beau et j'adore qu'on finisse sur ça. Question drôle, juste pour terminer. Si ta vie était une romance, quel serait le trope principal? Aucune idée. J'aime pas Enemy to Lover, j'aime pas Friends to Lover. Tu vois, j'allais dire Friends to Lover. Je me suis dit, en fait, ça a l'air. Enfin, je connais pas assez de la relation avec ton mari, mais j'étais en mode, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça pourrait grave matcher. Oui, mais moi, je peux pas tomber amoureuse de mes amis. Jamais. Ok. Genre, moi, mes amis mecs, après, c'est comme si leur pénis disparaissait. Tu vois, genre, je peux pas. Et mon mari, son pénis n'avait pas disparu. C'est pour ça que je l'aimais dès le début. Donc, non, je pourrais pas être amie avec... non. Franchement, j'en avais un pour toi, il aurait pu être trop bien. Ça aurait été un joli clin d'œil à un de tes romans. Ça aurait pu être Love at First Sight. Ouais. Horrible pour toi, mais alors le petit clin d'œil avec ton roman aurait été parfait. Ben non, franchement, j'ai rien... Ouais, non, désolé, fake dating non plus. Non. En vrai, j'aime bien les fake dating dans les romances, mais après, dans la vraie vie. Ouais, donc désolé. Écoute, pas de souci. Parce que la romance n'est jamais qu'une histoire d'amour, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Inside Romance. Et en attendant, viens me rejoindre sur Instagram pour qu'on débriefe de l'épisode ensemble. J'ai vraiment trop hâte d'avoir ton avis. Et si tu as aimé cet épisode, laisse un avis et abonne-toi pour ne rien manquer. Bisous!